Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence, votre ponctualité. Simplement, vous avez pu voir qu'on a un équipement assez important, un équipement audiovisuel. Cette conférence, en fait, est retransmise en direct de Levallois. Voilà, donc Levallois nous regarde, ne vous regarde pas, il regarde exactement la scène. Voilà, je faisais juste un tout petit point d'introduction pour vous dire que voilà, la technologie s'embarque avec nous. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de s'embarquer, je suis très heureux d'accueillir Eric, le skipper de Coma Solom, qui est venu également avec Fabienne, qui est la directrice du projet. Merci, merci Fabienne. Voilà, donc merci Eric, merci Fabienne de nous faire l'honneur de cette visite. On est très heureux de vous accueillir. On entend parler de vous depuis beaucoup de temps. Eric, on a vu tes exploits. On te félicite. Je profite que tout le monde soit là pour te féliciter, en tout cas pour cette qualification pour le Vendée Globe Challenge. Il faut savoir que rien n'était gagné jusqu'à maintenant, hein. On s'est embarqué dans un projet sans savoir si on allait passer de la ligne de départ. Donc on a déjà fait un pari et nous avons gagné collectivement, Eric bien sûr en premier lieu, mais aussi 15 mécènes qui ont fait ce pari d'accompagner un projet qui est extrêmement nouveau, qui est ce projet qui s'appelle Comme un seul homme. Et si on vous en a parlé plusieurs fois, si on a pas mal communiqué, si certains d'entre vous se sont engagés dans les vidéos, ont donné toute leur énergie, on s'est dit que la meilleure façon d'écrire cette histoire, de la continuer ensemble, ben, c'était de faire parler l'acteur principal de cette histoire, qui est Eric, et qui va, à travers son témoignage, donc, bah, vous raconter comment le projet Comme un seul homme est né. Et à travers cette histoire, c'est comprendre l'histoire commune que nous avons entre Comme un seul homme et Tuan. Car quand on a lancé le projet, on s'est très vite reconnu dans les valeurs que porte le projet de Comme un seul homme. Et vous les reconnaîtrez à travers le témoignage d'Eric et tout le projet qu'il est en train d'écrire aujourd'hui. Voilà, je vais laisser maintenant la place à Eric, qui va aujourd'hui prendre la parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures. Fabienne et Eric devront prendre un taxi. Cet échange doit rester un échange. Donc il y a bien sûr un témoignage, mais bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous aurons également les questions en direct de Levallois grâce toujours à la technologie. Des messages, enfin les questions pourront nous être envoyées grâce à Amélie et Stécie qui les collecteront. C'est ici, c'est Laurence en direct. Donc voilà, toutes les questions, en tout cas le plus réparties, en tout cas dans tous les sites, vont nous être envoyées ici, et les vôtres bien entendu. Voilà, je m'efface, je laisse la parole à Eric. Bonne Merci, conférence. merci beaucoup Benoît. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Merci de m'accueillir. Bonjour le Valois. Je sais pas quoi. Bonjour le Valois. Vous connaissez Comme un seul homme? Vous avez commencé à découvrir? Vous êtes en train de découvrir? Je ne sais pas si vous êtes posé une question à un moment donné quand on vous a parlé de Comme un seul homme. Vous avez dit, attends, le gars, il a choisi le Vendée Globe, qui est une course en solitaire, peut-être la plus grande course en solitaire, pour parler de diversité, de vivre ensemble. Il n'y a pas un souci là? Non, vous ne vous posez pas la question? Vous ne dites pas il y a un malaise quelque part? Comment? Il en avait marre de l'humain, ouais. Ça, on pourra en parler, marre de l'humain. Ouais. Comment? Il y a une équipe à terre, mais ça ne justifie pas, non? Ça peut être, c'est un alibi, c'est un sacré alibi. Le mec, il veut se faire un tour du monde à la voile tout seul et il prend la diversité, non? Et à ça, il a besoin d'une équipe à terre, c'est clair. Il faut que je vous explique en fait pourquoi Comme un seul homme et pourquoi Comme un seul homme, cette course en solitaire pour parler de diversité. En fait, c'est une boucle. C'est une boucle qui a commencé il y a 15 ans et qui se boucle pour faire d'autres boucles après le Vendée Globe, mais qui se boucle avec le Vendée Globe. Donc il faut que je vous raconte un peu pourquoi, toute la démarche, comment la démarche est née et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui à ce que je sois devant vous avec cette chemise avec écrit dessus Comme un seul homme. En fait, ça a commencé comme beaucoup de choses. Pendant mes études, j'ai fait mes études à Lyon, pas très loin d'ici. Et vous savez, quand vous faites vos études, quand vous êtes étudiant, surtout en école de commerce, vous passez quelques soirées. Voilà, oui, c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, ces soirées, on refait le monde, quoi. Et on essaie de
trouver sa vocation, on essaie de se chercher, etc. Et en fait, moi, j'avais un rêve qui était enfoui en moi, qui était plus un fantasme, en fait, parce que je ne pensais pas du tout que c'était réalisable. C'était de faire le tour du monde à la voile. J'ai toujours été passionné de voile, mais plutôt dans les livres. Je naviguais un peu comme ça. Mais c'est vrai que j'étais passionné de littérature maritime. Et je me disais au fond de moi, s'il y avait vraiment quelque chose que j'aimerais faire, un rêve absolu, ça serait de faire ce tour du monde à la voile. Et il se trouve que pendant cette soirée arrosée, cette soirée en tout cas assez incroyable, j'ai rencontré deux gars, Brice et Hervé, qui avaient le même rêve que moi. Et ça, c'est la magie des rencontres. Un truc qui paraît impossible, tout d'un coup, devient possible. Et une promesse qui s'est faite pendant cette soirée-là, qui n'avait pas beaucoup de valeur, en fait, s'est révélé que 3 ans plus tard, après nos études, après avoir travaillé dans des entreprises différentes chacun, eh ben, on est parti faire notre tour du monde qui a duré 3 ans. Un tour du monde qui a complètement changé ma vie. Changé ma vie parce que d'une école de commerce, d'un milieu bourgeois versaillais, je me suis retrouvé à être clodo autour de la planète sur un petit bateau pourri. Et en plus, ce projet-là, parce que au moment de partir, pour vous avouer quelque chose, on avait un peu la trouille, tous les trois, de se perdre. On s'est dit, voilà, on part 3 ans, comment on va revenir, est-ce qu'on retrouvera un travail. Moi, mes parents n'étaient pas du tout pour. Hein, voilà. Et on a payé des études de commerce, tu te pars faire un tour du monde à la voile. Je me suis fait convoquer à la table de la cuisine familiale, vous savez. Eric, on se fait beaucoup de soucis pour toi, etc. Bon, maintenant, ils sont très fiers. Hein. Mais bon, ça a été difficile le début. Et on s'est dit tous les trois, ça serait bien d'avoir un projet. En plus, en école de commerce, vous êtes très projet. Hein, on vous apprend beaucoup ça. Mais ça serait bien d'avoir un projet qui nous maintienne un pied à terre. Et donc, on s'est dit, ben, le projet le plus simple, c'est partager la chance qu'on a à nos âges de faire ce tour du monde, de réaliser notre rêve. Et pour nous, ben, les personnes avec qui on pourrait partager ça, c'est simple, c'est ceux qui ne peuvent pas larguer les amarres. Et il se trouve qu'un de nous trois avait 2 cousins, infirmes moteurs cérébraux, IMC, je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est des personnes handicapées de naissance qui ont toute leur tête, mais le corps ne suit pas. C'est très vague, hein. L'IMC c'est très très large. Et en fait on s'est aperçu derrière ces 2 cousins, il y avait toute une association de 45 jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux qui allaient rentrer dans un centre créé par leurs parents 10 ans auparavant. Et en fait on allait leur proposer de nous suivre dans cette aventure-là, dans une réunion un peu comme celle-là. Hein. On avait réuni les familles et on est venus tous les trois un peu intimidés, présenter notre projet en disant voilà, nous on va faire le tour du monde à la voile. Est-ce que ça vous dit de nous suivre avec des vidéos, des textes, des photos qu'on pourrait vous envoyer aux escales? Et ils nous ont dit oui, oui, c'est super, on est d'accord. Et puis nous on s'est regardés tous les trois, on s'est dit ça va pas ou quoi? Enfin on peut pas faire ça. On peut pas nous aller faire notre tour du monde à la voile et eux leur faire vivre virtuellement ce tour du monde, alors que déjà, ils voient le monde à travers des écrans, quoi. Des écrans d'ordinateur ou de télé. Enfin, vous comprenez, on s'est dit, cette ambition est nulle. Et il y a une seule folie à avoir, elle n'est pas mince, c'est de les embarquer avec nous, quoi. Alors on a regardé notre petit bateau, 8 mètres, tout pourri, enfin, pas de toilette, rien, absolument impossible. Mais on s'est dit, on s'en fout du bateau. Il y a les escales. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des escales et on va les faire venir par petits groupes sur des escales tout autour du monde, Guadeloupe, Tahiti, Afrique du Sud, Égypte, etc. Et notre objectif, pendant 15 jours d'escale commune, c'est de montrer que, avec de l'enthousiasme et de la solidarité, the sky is the limit. On met le handicap de côté et on est capable de vivre tout ce qu'on a envie de vivre. Et c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a vécu avec une tribu kanak sur l'île de Lifou, avec un filet d'eau pour tout confort, alors que c'est des gens qui sont dans des milieux toujours ultra médicalisés. On a, je sais pas, descendu le Nil sur une felouque traditionnelle. On a fait un safari en Afrique du Sud. On a fait la bringue dans les soirées les plus hype de Cape Town. Vous n'avez jamais vu un fauteuil de leur vie. On a vécu une aventure extraordinaire qui a complètement bouleversé le petit Eric quand il est rentré, quoi. Vous imaginez, 3 ans plus tard, ouverture sur le monde, ouverture sur des trajectoires de vie complètement différentes de la mienne. Et quand je suis rentré, j'étais complètement différent.
Et quand je suis rentré, en ayant rencontré des personnes handicapées que je n'avais jamais croisées dans ma vie, jamais à l'école, jamais dans les associations de sport, jamais dans l'association d'art, jamais j'avais rencontré de personnes handicapées. Et là, j'en rencontre. Et je me dis, mais il y a des personnes hyper intéressantes, d'autres moins. Il y en a qui peuvent bosser, elles ne bossent pas. Et j'ouvre les yeux un peu sur notre société, notre communauté en France, et je me rends compte d'un truc mais complètement fou. Je me rends compte qu'on a créé un système dans notre pays où on paye des gens à vie pour que ces gens restent chez eux. Nous tous, on fait ça. On fait un chèque tous les mois, un petit chèque en plus, à des gens pour que surtout ces personnes restent chez elles. Alors qu'il y en a certaines qui peuvent bosser. Il y en a beaucoup qui peuvent bosser. Il y en a qui ne peuvent pas bosser. Et je me dis, ok, donc notre société, il est hyper important que notre société fasse preuve de solidarité au moment d'un accident, au moment où il y a un problème. La société doit faire preuve de cette solidarité financière. Elle doit accompagner, c'est normal, c'est sain. Mais il y a un moment où cette solidarité, elle devient un poison. Il y a un moment où cette solidarité, elle doit s'arrêter. Et à partir du moment où la personne, elle est capable de revenir travailler, on doit être capable de lui dire « reviens travailler ». En fait, on doit être capable, nous, société, communauté, de faire 50% du chemin, et la personne doit être capable de faire 50% du chemin. Vous me suivez ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, on lance un débat tout de suite, parce que vous n'avez pas apprécié la suite. Hein. D'accord, on continue? Donc là, je me dis, c'est quoi le souci? Pourquoi on fait ça? Moi, je n'ai pas besoin de chercher très loin pour ne pas se faire emmerder. Parce que de facto, une personne handicapée, c'est des problèmes. Et on en a déjà suffisamment des problèmes. On a de la pression, on a des résultats à fournir, c'est difficile. Alors on ne va pas en plus se mettre avec une personne handicapée qui va nous poser des problèmes. Parce que forcément, handicap, c'est synonyme d'incapacité. C'est comme ça qu'on a, c'est les réflexes qu'on a dans notre tête. Et donc, pour éviter ces problèmes, on fait ce chèque. C'est beaucoup plus pratique. Il y a moins d'inconnus. Le problème, c'est qu'en faisant ce chèque, on refuse une ressource humaine différente. En fait, on refuse de faire 2 pas dans le noir. En fait, on refuse d'innover et progresser. Parce que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais l'innovation et le progrès, ça vient que d'accepter de faire 2 pas dans le noir, dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, ni jamais vécu. Moi, j'ai un mantra, hein, vous savez. Mon mantra, c'est pour avoir quelque chose que j'ai jamais eu, il faut faire quelque chose que j'ai jamais fait. Et là, typiquement, nous, communauté, on s'interdit de faire quelque chose de nouveau. Donc là, je me dis, c'est simple, Eric, on va faire une démonstration pour le monde de l'entreprise. On va créer un projet qui s'appelle le défi intégration. C'est très simple, hein. On va prendre un bateau de course qu'on va complètement adapter à un équipage un peu spécial qui va être composé de 3 sportifs valides et 3 sportifs handicapés que je recrute. Et avec cet équipage bizarre et ce bateau qu'on va complètement adapter pour eux, un truc qui n'a jamais été fait, on va faire un record à la voile entre l'Orient et l'île Maurice, en passant par le cap de Bonne-Espérance. C'est un record qui existe, mais qui n'a jamais été tenté, parce qu'on n'est pas complètement malade. Donc c'est un record de plusieurs milliers de kilomètres, qui est écrit dans le livre mondial des records et qui n'a jamais été tenté par une équipe. Et nous, notre idée, c'est de réussir ce record et de bousculer les idées reçues, en se disant, tiens, cette équipe de bras cassés, qui normalement ne devrait pas être performante, ne devrait pas être capable de faire ça, parce que dans l'imaginaire de chacun, qui fait ce genre de record à la voile? C'est des mecs bretons, blonds, baraqués, les yeux bleus. Mais jamais une personne handicapée est capable de faire ça. Et nous, notre idée, c'est de montrer, si, on est capable de faire ça à notre façon. Et de cette mixité, on est capable d'avoir de l'innovation, de la performance. On fait ce record. Pendant 3 ans, on s'entraîne. On fait ce record. En 2010, on est les premiers détenteurs d'un record officiel détenu par une équipe mixte.
Vous êtes devant vous un recordman du monde. Et la première chose que je me dis en arrivant, après 68 jours de mer, il faut savoir que si Michel Desjoyaux s'y met sur le record, il fait 30 jours. Hein. Et nous, on a mis 68 jours, mais on est des amateurs. Mais la première chose que je me dis en mettant le pied à terre à l'île Maurice après la réussite de ce record, c'est mais plus jamais ça. Plus jamais je me recolle ce truc. Parce que les 3 ans ont été un enfer. Ça a été un enfer humain. Autant la navigation s'est super bien passée, autant les 3 ans ont été extrêmement difficiles. Ça a été une grande découverte, d'abord très positive, en disant que en mettant une contrainte que jamais personne s'était mise, c'est-à-dire embarquer dans un équipage des personnes handicapées sur un bateau de course, ça nous a permis d'innover extraordinairement. Parce qu'on a déjà travaillé sur l'ergonomie du bateau. On n'avait jamais imaginé qu'une personne handicapée comme ça puisse aller au large. Moi, tous les marins professionnels m'avaient dit, mais c'est une folie, les personnes handicapées, d'accord, tu peux les faire se balader près des côtes, hein, sur des bateaux faits pour ça, mais le large, c'est pas fait pour des personnes handicapées. On me le redit encore. Hein. Donc, pour nous, c'était important de trouver qu'un bateau, que toutes les manœuvres puissent être accessibles. Au début, vous savez, j'ai commandé un rapport à un ergonome qui faisait un peu de voile, et il m'a envoyé un rapport comme ça, en me disant, voilà ce qu'il faut pour faire ce tour du monde en respectant la loi, en respectant l'ergonomie qu'il faut pour les personnes handicapées. Je ne suis pas marseillais, hein. Ouais, je suis né à Versailles, donc c'est pas très loin. Et en fait, ce rapport, il disait quelque chose de très simple. Il disait que c'était impossible, en fait. Donc on avait deux choix. C'était soit de dire que c'est impossible, parce qu'il fallait un bateau plus grand, parce qu'il fallait des sièges ergonomiques qui nous empêchaient valides de fonctionner autour des personnes handicapées. Enfin, c'était compliqué. Puis surtout, il fallait un bateau accompagnateur aussi, parce que pour empêcher les risques, etc. Donc notre première décision, ça a été de jeter ce rapport et de faire en sorte de se dire, c'est nous les experts. Et c'est nous qui allons trouver des solutions au fur et à mesure. Et ça a tellement bien marché que ce bateau, on l'a amené au Salon Nautique de Paris, qui a lieu au mois de décembre, tous les ans. Et on l'a fait visiter à des milliers de personnes, parce qu'on l'a posé au milieu de l'entrée. Donc les gens n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de venir voir. Et en fait, tous les réflexes des gens, à chaque fois qu'ils visitaient le bateau, c'était de nous dire, mais c'est génial, c'est exactement ce que je voudrais avoir pour mon croiseur familial quand je vais en vacances au mois d'août à la Trinité ou à La Rochelle, parce que sur ce bateau, je me sens en sécurité. Sur ce bateau, les manœuvres sont faciles, etc. Oui. Imaginez que nous, on s'est mis une contrainte telle en disant on a des équipiers qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on a imaginé des systèmes qui sont en fait pratiques pour tout le monde. Parce que sur un bateau, on est sur un pied d'égalité. Hein. Tout le monde est sur le fesse. Tout le monde est sur les fesses. J'allais dire le cul, je me suis repris. Tout le monde est sur les fesses. Tout le monde se déplace quand la mer quand souffle la tempête. Tout le monde a besoin de poignées. Tout le monde a besoin de se tenir, de se déplacer comme il peut. Et donc, on a découvert qu'en acceptant une contrainte extraordinaire, on avait innové comme jamais. Le deuxième défi qu'on avait sur l'innovation, ça a été la sécurité. Parce que pour moi qui suis skipper, il n'était pas question de prendre la mer sans avoir étudié tout ce qui pouvait se passer. Bien sûr, on ne peut jamais tout prévoir, c'est impossible, mais au moins prévoir le maximum. Et c'est vrai qu'avec un entourage qui me disait les personnes handicapées n'ont rien à faire au large, j'emmenais pas large, quoi. Donc il fallait tout inventer. Et je me suis dit, avec qui on peut réfléchir à ça? Et c'était très simple pour moi à ce moment-là, c'était la Marine nationale. Donc je suis allé voir la Marine nationale, j'ai mis belle chemise, je suis allé voir les officiers, les gradés de la Marine nationale, en leur disant, voilà notre projet, on veut aller à l'île Maurice en mode course, on voudrait que vous nous formiez à la survie et au sauvetage, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et puis en échange, messieurs les gradés, ce qu'on vous propose, c'est de communiquer sur vous, sur la marine, et en montrant combien la marine est une institution humaine qui s'intéresse à la société civile, etc. Là, il faut imaginer la tête des gradés, avec le sourire. Mais c'est super, monsieur Bellion, et merci. Maintenant, vous savez que nous, la Marine nationale, en fait, on fait la guerre. Enfin,
Donc, puis vous savez que les personnes handicapées, on n'en veut pas. Parce que nous, ce qu'on recrute, c'est des personnes avec des yeux parfaits, des jambes parfaites. On fait la guerre, hein, en fait. Hein. Et puis, c'est off, mais... tu dis, hein, c'est à peu près ça. Non, mais j'exagère, moi, je fais un show. Hein. Ils ne le formulent pas comme ça, évidemment, mais c'est à peu près ça. Et puis surtout, ils me disent, mais surtout, enfin, des personnes handicapées aussi, on en fait. Et ça, on ne va pas trop le montrer, quoi. Mais bon, on est un peu persuasif, et puis ils aiment bien le projet. Et puis de toute façon, la Marine nationale, c'est des gens vraiment fabuleux. Donc ils se disent, bon bah, en off, complètement, on va vous former, on va vous intégrer à un truc qui s'appelle le CESAN, le Centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. C'est l'endroit où tous les ans, tout le personnel volant de l'aéronautique navale passe pour se faire former en cas de crash dans l'eau. Donc en gros, on vous apprend à sortir de l'appareil, à percuter vos gilets, à rentrer dans le canot de survie et à vous faire élitreiller. Vous voyez? C'est un truc qui existe depuis 50, 60 ans, bien rodé. Voilà. Donc imaginez déjà un équipage de personnes handicapées qui débarque dans le truc, dans l'administration de la Marine nationale. Donc c'est un pataquès, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, quoi. Il faut tout adapter, ils se font une montagne, etc. Et puis ils s'aperçoivent finalement que ça marche très bien. Puis le premier jour d'entraînement arrive, puis ils nous voient débarquer là avec finalement nos blessés professionnels. Et il y en a un qui lève le doigt et qui se dit, mais attends, là en les voyant se dépatouiller dans nos systèmes de survie et de sauvetage, je me rends compte qu'on n'a jamais imaginé qu'on pouvait avoir un blessé après un crash. Et ils se sont rendus compte, à ce moment-là, que tout leur process de formation était fait pour des gars qui s'en sortaient très bien après un crash. Ouais. C'est génial. Crash d'hélicoptère, crash de rafale dans l'eau. Ouais, super, hein, ça va. Ça va toi, ça va, ça va. Jamais imaginé qu'on pouvait avoir les yeux crevés, le bassin fracturé, une jambe arrachée. Et là, ils se sont dit, mais alors ce qu'on va faire, c'est on va rapatrier tout ce qu'il y a comme caméra sous-marine, puis on va les faire passer nos exercices, et puis on va filmer comment ils font. Et là, Laurent, qui n'avait pas l'usage de ses doigts, il leur a montré comment il arrive à ouvrir le harnais juste avec la paume des doigts, des mains. Ça a sauvé une vie en 2014. Un pilote de super étendard qui s'est crashé parce qu'il a vu la vidéo. C'est génial, non? La Marine nationale a accepté d'accueillir ce qu'on peut estimer comme la plus grande fragilité qui soit, la plus grande incapacité qui soit, des personnes handicapées. Et grâce à ça, ils ont innové comme jamais. Vous me voyez venir un peu ou pas? L'innovation ne vient que de la contrainte. La contrainte qu'on accepte comme un tremplin. C'est pour ça qu'on n'a jamais aussi bien innové qu'en temps de guerre. Hein. Que là, tout le monde est soudé, faut battre l'ennemi, et là, on innove. On croit que c'est de la fragilité, on croit que c'est de l'incapacité, on croit qu'on n'a rien à faire avec ces personnes-là, et pof, parce qu'on l'a décidé, on innove grâce à ça. Ça a été une de mes premières grandes découvertes. La deuxième découverte, ça a été nos difficultés humaines. Parce qu'on a réglé nos histoires de sécurité, on a mis en place une ergonomie de bateau vraiment performante, mais quand il a fallu aller sur l'eau et travailler, devenir bon sur l'eau, c'est là où les problèmes ont éclaté sur le bateau. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on ne se comprenait absolument pas. Enfin, on avait des systèmes de fonctionnement complètement différents. Je vais vous donner un exemple. On rentre d'entraînement pendant 2-3 jours. Notre objectif, c'est d'aller à l'île Maurice. On s'entraîne à La Rochelle. Vous connaissez La Rochelle? Ouais. Vous voyez l'île Dieu? C'est pas très très loin de La Rochelle. Et donc on va aller à l'île Maurice. Et nous, tous les entraînements qu'on fait, on s'arrête toujours à l'île Dieu. Parce qu'il y en a toujours un qui est malade, il y en a toujours un qui a peur, il y en a toujours un qui a mal. Ça se passe pas bien, quoi. On s'arrête toujours à l'île Dieu. Et pour moi, qui est quand même le temps qui découle, hein, en tant que manager du projet, je sais que mes sponsors, ils vont pas être là très longtemps. Il faut qu'on réussisse ce record. Et je me dis là, on va dans le mur.
Et on s'entraîne. Alors, donc cet exemple, on rentre à La Rochelle après 3 jours d'entraînement. Donc, on rentre de l'île-Dieu. Et je dis à l'équipe, bon, alors on se met à quai, on nettoie le bateau, on répare ce qu'on peut réparer, et puis après, on va à la douche, et puis on se retrouve autour d'un verre pour débriefer. Enfin, vous seriez chef d'équipe, vous feriez la même chose ou pas? Ça vous choque pas plus que ça, vous? Non, bon. Le débrief en premier? Après 3 jours de mer, je crois que tu as envie d'une douche, mais on peut essayer, mais je sais pas si ça marcherait. Ouais. Et ben, à chaque fois, il y en avait un qui se lavait pendant que les autres réparaient le bateau. Donc vous imaginez les tensions qui se créaient à bord. Des tensions extrêmement fortes. Et donc, on n'avait pas pas le même langage à bord, on n'avait pas le même référentiel. Et deux membres de l'équipe ne vont pas venir sur le bateau. Le premier, Laurent, avec qui j'ai monté le projet, nous dit au mois de février-mars qu'il a un problème. Laurent, il est tétraparésique, donc il n'a pas l'usage de ses mains, mais il joue du piano. C'est un gars très très spécial, absolument génial. Et il a un kiné qui le suit dans ses aventures. C'est quelqu'un qui fait énormément d'aventures malgré son handicap. Et là, il sent qu'il nous dit, pendant une réunion de travail, il nous dit qu'il a un souci avec ses doigts, qui commence à perdre un peu plus de mobilité et qu'il faut qu'il voit avec son neurologue s'il peut continuer l'aventure. Mais qu'il le saura après les examens, c'est-à-dire au mois de mai, juin, peut-être juillet. On doit partir en août. Donc je vais parler avec Laurent et je lui dis, mais Laurent, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la raison? Et je me rends compte que Laurent, il déteste le bateau. Ça fait juste 3 ans qu'on s'entraîne, quoi. Il déteste le bateau, il a peur, il se fait mal, et il est rentré dans un système de pensée où il déteste ça. On s'entraîne pendant 3 jours, les week-ends. Hein. Il rentre chez lui, il n'en peut plus, il est cassé, il a peur, il a eu mal, etc. C'est l'enfer. Il se dit surtout, je ne vais pas prendre de décision. Je me retape et dans 3 jours, je prends la décision de repartir ou pas. Et comme c'est un guerrier, 3 jours plus tard, il y retourne. Toujours au casse-pipe. Et il continue. Il s'est juste mal casté. Et moi, je l'ai mal casté aussi. Donc Laurent, ça ne le fait pas. Greg, il est paraplégique. C'est quelqu'un qui fait énormément de sport, qui fait de la danse, il fait du R&B en fauteuil. Il est aussi moniteur de voile. Et Greg, il a un souci, c'est qu'il a des infections urinaires. Et donc, avec tout l'équipage, on a dit, il n'y a qu'une seule solution pour partir, c'est de régler ces infections urinaires. Si on ne les règle pas, c'est danger de mort. Imaginez si tu as une infection urinaire au milieu de l'océan, c'est terminé. Donc on règle l'histoire. On règle avec un traitement qui est très fort, hein, qui lui demande vraiment c'est des antibiotiques très très forts, qui baissent forcément ses défenses immunitaires, hein, c'est sûr. C'est une vraie décision. Donc il accepte. Mais quelques jours avant le départ, quelques semaines avant le départ, il envoie un message au médecin qui nous suit en disant « j'arrête le traitement ». Mais j'arrête pas le traitement et vous ne me prenez pas et je viens pas. Hein. Et j'arrête le traitement mais vous me prenez quand même. Pour Greg, il n'est pas question que l'équipe ne prenne pas en compte son handicap. Lui, il vient avec son handicap tel qu'il est. Il vient avec sa spécificité et on n'a qu'à l'accepter comme il est. Un truc, c'est juste pas possible. De l'autre côté, il y a David. David, si un jour vous voulez faire un raid au Spitzberg en kayak, un raid extrême, le gars qui sera votre chef, enfin le surveillant du raid, qui a le fusil pour abattre l'ours, c'est David. David, barbu, je l'ai rencontré à la Carmont-Parnasse, un ami aventurier qui me l'a présenté. Il avait une jambe de bois, accident de moto, un bras un peu en vrac, des béquilles, deux sacs à dos énormes, un devant, un derrière, des boîtes de rennes, enfin bref, c'est un guerrier, David. David, c'est quelqu'un qui, pendant tout le projet,
va faire une démonstration à dire « c'est toi le handicapé, c'est pas moi ». Moi, je peux faire toujours plus de choses que toi. Moi, je suis son chef, je suis le skipper du bateau, j'ai 10 ans de moins que lui, je suis valide, et lui n'aura de cesse de me dire, à chaque fois, chaque minute, qu'il peut faire plus de choses que moi. Vous imaginez quand vous êtes à la Marine nationale, hein, quand vous avez l'officier qui dit bah alors, on va faire un exercice, donc on va commencer avec les effectifs valides, les effectifs handicapés, et à chacun son tour. Donc là, vous en avez un qui jubile, c'est Greg, en disant c'est génial, on prend en compte ma condition de personne handicapée. Et de l'autre côté, vous avez David qui veut tuer le mec, quoi. Vous imaginez? Attends, je vais lui montrer que je peux faire beaucoup mieux que les autres, etc. Vous imaginez l'ambiance de l'équipage ou pas? Ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Pour remplacer Laurent, j'ai fait appel à quelqu'un qui s'appelle Olivier. Olivier, il est aveugle. Peut-être vous l'avez vu dans une vidéo, comme un seul homme. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Facebook. Olivier, donc il fallait remplacer Laurent, qui venait plus à bord. Et Olivier, quand j'ai dit, essayez d'imaginer, quand j'ai dit aux professionnels de la voile que pour remplacer Laurent, il allait avoir un équipier aveugle, ils m'ont dit, écoute Eric, t'es gentil. Alors déjà, les personnes handicapées, on pensait que c'était pas possible. Peut-être que c'est possible. Mais tu veux te mettre un défi dans le défi? Une personne aveugle n'a rien à faire sur un bateau au large. C'est pas possible. Comment il va faire s'il y a une vague plus grosse que les autres? Il la verra pas, il pourra pas l'anticiper. Comment il va faire si un cordage casse et qu'une voile arrive ou que la baume arrive? C'est impossible. Le problème, c'est que c'était Olivier. Ce n'était pas une personne aveugle. Et Olivier, il est venu à bord, il est venu naviguer, et je vais vous raconter une anecdote. Olivier, on est avec tout l'équipage, on s'entraîne, on est sous Spinnaker, c'est cette grande voile qui est avant les bateaux, souvent colorée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Sur ce bateau-là, c'est un bateau qui fait 15 mètres, il fait à peu près 190 mètres carrés, quoi. Mon appartement. Je ne sais pas pourquoi je fais cette blague, en plus elle est nulle. Bref, cette grande voile qui est vraiment énorme, et il y a du vent, il y a 25 nœuds, et on glisse dans le vent, donc vous imaginez, le bateau craque, hein, le vent siffle dans les haubans, c'est assez impressionnant, donc voilà, et tout d'un coup, pah! Et la poulie en tête de mât qui tire cette voile qui explose, et toute cette voile qui tombe à l'eau. C'est un peu le truc qu'on déteste le plus dans le monde des marins, quoi. Parce que ça veut dire que cette grande voile de 190 mètres carrés, elle se gonfle dans l'eau, et on commence à chaluter. Donc le bateau, il fait... Il se met de couvert et il faut rattraper la voile. Donc équipage d'amateurs, c'est la première fois que ça nous arrive, cette catastrophe-là. Donc vous imaginez que c'est la panique à bord, quoi. Donc on y va, action, tout le monde commence à hurler, les ordres fusent, contre-ordres. Vous savez, quand vous êtes paniqué, quand vous avez peur, vos voix montent dans les aigus. Donc là, tout le monde dans les aigus. On envoie les ordres, bien sûr, à Olivier, tire sur le bout rouge. Eh non, le rouge, tu vois, enfin, vous imaginez. On ramène la voile, ça nous met à peu près une demi-heure, une bonne demi-heure, peut-être 3/4 d'heure pour ramener la voile. Encore 20 minutes, une demi-heure pour renvoyer une autre voile. Puis un bon quart d'heure après pour que ceux qui sont réveillés en slip, ceux qui dormaient, repartent en slip dans leur bannette. Et puis moi je prends la barre, tout se calme, etc. Et puis ça se renvoie. Et puis là, Olivier vient me voir. Il me dit, écoute, en fait, là, je dois te dire que pendant 20 minutes, je pensais qu'on allait couler. Je pensais que là, le bateau chavirait et que... Enfin, je pensais qu'on allait mourir, en fait. Pendant 20 minutes, dans le noir total, avec personne lui disant, écoute, Olivier, il n'y a pas de drame, c'est juste la voile qui est à l'eau, tranquille, on va la récupérer. Personne n'a renseigné Olivier. Tout le monde hurlait. Et le bateau, comme ça, des craquements dans tous les sens, vous imaginez, ça me donne encore la chair de poule, rien qu'y penser. Il pensait qu'il allait mourir. Et il m'a dit, c'est simple, bon, ça m'est déjà arrivé. Hein, oui.
m'est déjà arrivé, donc j'ai deux cachetons à prendre. En revanche, il faut que je dorme parce que j'ai le bide en vrac. Il faut que je me mette dans ma bannette. Je vais rater le quart prochain, mais le quart d'après, je serai là. Et moi, à ma barre, je dis, mais c'est incroyable ce qui vient se passer. Parce que ce gars-là, il a beau être aveugle, mais je vais au bout du monde avec lui. Il a un truc que je recherche maintenant partout dans tous mes équipiers. Le truc principal, il est fiable. Il se connaît. C'est incroyable. Vous savez ce qu'il peut faire, vous savez ce qu'il ne peut pas faire. Il ne fait pas de mystère de sa fragilité, il ne fait pas de mystère d'un problème. Vous savez exactement ce qu'il peut faire, et il le dit. Aujourd'hui, c'est mon meilleur équipier, Olivier. Il était là encore hier, Sabrina, tu l'as rencontré. C'est extraordinaire. Et pourquoi ça? Et je vais vous raconter encore une autre anecdote sur Olivier. Parce qu'Olivier, sur cette aventure, vraiment, a été capable de vraiment de créer de la performance collective. Et je vais vous expliquer ça comment. Je vais vous expliquer comment. Olivier, donc, comme tous les équipiers du bateau, il barrait. Parce qu'on voulait que chacun fasse exactement la même chose. Qu'il n'y ait pas de poste prérequis. Et donc, comme on est aveugle, et quand on barre un bateau de course, forcément, il nous emmène dans les graviers, quoi. Plusieurs fois. Olivier, il ne faut pas oublier quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est l'homme le plus rapide du monde en planche à voile aveugle. 24,7 nœuds. Il a des notions de glisse. Maintenant, le bateau, il ne connaît pas. Et donc, on lui laisse la barre. Donc, il faut imaginer qu'on casse du matériel. Sur un bateau, ça coûte cher. Pour une association, ça coûte cher. Surtout, on emmène le bateau dans les graviers. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en train de dormir vivent un enfer. Il faut imaginer. Sur un bateau, on travaille 4 heures, on dort 4 heures. Donc, les 4 heures de sommeil sont plutôt précieuses. Et donc, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'à force d'avoir Olivier à la barre, ben moi, j'ai eu une mutinerie. Tous les équipiers sont venus me voir en me disant, écoute Eric, ton expérimentation sociale, c'est terminé. Là. C'est pas possible, on est crevé, on va faire des bêtises, on est en train de casser du matériel, c'est terminé, il faut arrêter, quoi. Moi, j'avais un peu prévu le coup. C'est-à-dire que j'avais déjà noté l'amélioration d'Olivier et le fait qu'il apprenait extrêmement vite. Donc j'ai montré ça à l'équipe en disant, il y a une amélioration, ça se voit. Et surtout, eux aimaient beaucoup Olivier. Mais ce qui est le plus intéressant, et ça je vais commencer par une petite phrase de Isabelle Autissier, juste avant qu'on parte sur Record, Olivier se confie à elle en lui disant, écoute Isabelle, j'ai un peu peur sur Record parce que je sens qu'il y a des tensions avec l'équipage. Comme je barre et que je les réveille tout le temps, etc., je sens qu'ils sont assez nerveux et enfin, on marche sur des œufs, quoi. Et Isabelle lui dit, mais écoute, Olivier, ça va bien se passer, t'es pas borgne des fesses. Puis elle s'en va. Bah voilà, c'était Olivier. T'es pas borgne des fesses? T'es pas borgne des fesses? Okay, il vient me voir, il me dit, ça veut dire quoi borgne des fesses? Parce que là, je n'ai pas le truc, là. Et puis on savait pas trop. Et en fait, on a su. Vous savez, on a fait un test auprès des plus grands barreurs de la planète. Les barreurs de la Coupe de l'América. Pour savoir quelle était la raison pour laquelle ils barraient aussi bien. On leur a mis des moufles aux mains pour savoir si ça venait du toucher de barre, ça venait à travers les doigts. Ils barraient toujours aussi bien. On leur a mis des grosses semelles sur les chaussures pour savoir si ça venait des pieds. Ils barraient toujours aussi bien. On leur a mis un masque sur les yeux. Ils barraient toujours aussi bien. On leur a mis un coussin sur les fesses. Ils barraient comme des patates. Un bateau, ça se barre avec les fesses. Tout est une question d'assiette. Si vous gardez la gîte, en fait, le bon barreur, c'est celui qui va garder la même gîte sur le bateau. En Formule 1, c'est exactement la même chose. Les pilotes, ils conduisent pas leur voiture avec le volant, ils conduisent avec les fesses. C'est comme ça qu'ils sentent l'assiette de la voiture. En bateau, c'est exactement la même chose. On a tous réappris, grâce à Olivier, qu'en fait, la vue, c'est un handicap sur un bateau. Et le truc le plus incroyable, c'est qu'Olivier, ne voyant pas, il a été obligé de se concentrer sur l'assiette du bateau. Donc en fait, il a été obligé de devenir le meilleur barreur du bateau. Et au début du record, vous aviez 2 quarts. Et le quart d'Olivier était nettement inférieur en performance que l'autre quart.
À la moitié du record, performance équivalente. Deuxième moitié du record, le quart d'Olivier explosait tout. Tous les quarts augmentaient en performance, mais lui a vraiment explosé. Et ce gars qui ne devait pas être là, ce gars qui n'avait rien à faire au large, en fait, c'est celui qui a permis d'augmenter la performance de tout l'équipage. Vous vous rendez compte? À la fin de ce projet, j'ai appris l'ultime chose. J'ai appris en fait quel était mon pire handicap dans cette équipe. Pourquoi ça n'avait pas marché? Pourquoi je t'ai dit à la fin, mais plus jamais tu recommences ça. Pourquoi ça avait été aussi difficile? Et j'ai découvert le sujet principal. J'ai découvert, mais quelques jours avant le départ du record, que mon pire handicap, c'était en fait un mec valide de l'équipage. C'était le mec qui me ressemblait le plus. C'était mon second. En fait, je me suis aperçu qu'il voulait qu'une chose, c'est d'être skipper. Et qu'en fait, tout ce que je faisais, eh ben, dès que j'avais le dos tourné, il le faisait. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se souder dans l'équipage et à se parler. C'est une des raisons. Ce gars-là, comme il me ressemblait visiblement d'une façon... on avait le même âge, on avait appris la même chose au niveau voile, on venait du même milieu, etc. Pour moi, c'était évident qu'on partageait les mêmes motivations. Et en fait, pas du tout. Lui voulait être le chef. J'ai mis 1 an à m'en remettre de cette aventure. 1 an à essayer de comprendre ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. 1 an à faire des conférences, à faire des formations dans les entreprises, pour très vite pas raconter le record. Parce que le record, on s'en fout. Le record, c'est une belle image. C'est ouais, voilà, il y a un équipage mixte qui détient un record officiel, c'est extraordinaire. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tous les pépins, tous les problèmes qu'on a eus, et comment à tâtons on a réussi à trouver des solutions pour que ça fonctionne. Parce qu'à la fin, ça fonctionne. Moi, j'ai jamais aussi bien navigué de ma vie. J'ai jamais navigué dans une situation aussi sûre de ma vie. J'ai jamais aussi bien communiqué dans une équipe qu'à ce moment-là, dans les 68 jours de record. Et donc, au bout d'1 an, je me suis rendu compte que le handicap en soi n'était pas un problème pour l'intégration. Qu'en fait, les difficultés liées dans ce projet-là au handicap n'étaient pas liées au handicap, mais étaient liées en fait à la différence. Et les différences générationnelles, de genre, culturelles, sociales, générationnelles, c'est les mêmes clés, c'est les mêmes problématiques. Donc 1 an après avoir dit plus jamais, on a recommencé. J'ai vendu le bateau tout adapté et j'ai acheté un bateau beaucoup plus gros, un Volvo Ocean Race. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y en a qui font de la voile un peu ou pas? Levez le doigt. 2. Allez, on y va. 3. 4. 4, c'est pas mal. On tient les bons pourcentages. Personne ne fait de la voile. Comment? À Levallois, si tu nous entends, tu fais de la voile. Et donc j'ai acheté ce bateau de course pour vous dire, la Volvo Ocean Race, c'est une course qui a lieu tous les 3 ans, qui est faite pour des mecs. Comment? Une à Levallois. 5 personnes. Il va falloir venir naviguer sur le bateau pour changer ça. C'est prévu. La Volvo Ocean Race, donc c'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde de foot version voile. Donc en gros, c'est, pour vous dire, c'est les meilleurs marins de la planète qui se tirent la bourre autour du monde en escale sur des fusées de l'océan. Donc le bateau, il fait 20 mètres, il est tout en Kevlar, avec un speed 350 mètres carrés. Enfin, c'est une fusée. Un truc sur lequel vous mettez que des gens professionnels de la voile. Et les gens qui font la course, généralement, c'est des hommes bodybuildés, quoi. Voilà. Il y a très peu de femmes. En tout cas, il n'y a pas de néophytes. Et l'idée sur ce bateau, c'est de recruter des gens que personne ne voudrait sur le papier. Des gens qui n'ont rien en commun, mais en fait qui ont le fondamental en commun. Parce que je me suis aperçu de ma principale erreur sur le défi intégration. Ma principale erreur, ça a été de recruter 3 sportifs valides et 3 sportifs handicapés. Alors qu'en fait, j'aurais dû recruter 6 marins. Et dans ces 6 marins, il pouvait y avoir 3 marins handicapés et 3 marins valides. Et en fait, je devais recruter 6 marins qui partagent avec moi le même objectif, la même envie, le même sens de l'engagement, le même sens du sacrifice, le même respect de la hiérarchie, la même envie de collaborer, qui partagent le fondamental. En fait, je me suis focalisé sur les différences visibles
Et j'ai complètement ignoré le principal, les ressemblances invisibles. Et donc ce bateau, mon idée, c'est de recruter que des équipiers-équipières qui se ressemblent invisiblement, mais c'est qui sont complètement différents visiblement. Vous me suivez? Je ne le fais pas n'importe comment. Je ne veux surtout pas faire la pub Benetton. Ça serait une erreur incroyable. Donc ce que je fais, c'est que je me retourne voir la Marine nationale et je leur dis, tiens, vous avez des psychologues, vous recrutez dans toutes les strates de la société, donc sans diplôme jusqu'à des gars super diplômés, et vous faites travailler ces gens-là dans des milieux plutôt anxiogènes, les sous-marins, bref, les bateaux de guerre. Donc aidez-nous à recruter des gens qui ont ce fondamental en commun. Je lance une grande annonce sur les journaux, dans les sites de recrutement, etc. Et je recrute 20 personnes. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, personnes handicapées, des personnes valides. Un gars du 9-3 qui est dans le spectacle, qui est régisseur de spectacle, et un analyste financier à la BNP Paribas. Que des gens qui peuvent se rencontrer, quoi, vous voyez, dans la vie. Et sur ce bateau, notre idée, c'est d'aller battre les professionnels de la voile, les clones, les mecs bodybuildés. On commence à s'entraîner. Les 3 premiers mois, c'est l'enfer. Je dis non, ça recommence, c'est pas possible. C'est l'enfer. L'enfer parce qu'on crée nos codes. Quand vous prenez un bateau de course et que vous mettez que des gens qui viennent du monde de la voile, quand tu montes sur le bateau, tu sais où poser ton sac, tu sais où faire tes besoins, tu sais comment t'alimenter, etc. Quand tu ne connais pas et que tu ne connais pas le mode de fonctionnement de chacun, ça se frotte, ça se clash, ça fait des étincelles. Donc ça demande du briefing, des débriefings, ça demande de parler. Ça demande de caler un référentiel commun. Et c'est ce qu'on va faire pendant 3 mois. Et c'est dur. Et ça demande parfois, quand on est manager, de se barrer un peu, parce que c'est difficile. Vraiment. Et le 4e mois, ça commence à tourner. Les manœuvres s'enchaînent, etc. On fait une petite course locale, on fait une bonne place. Étonnant. Et on progresse, on progresse. Arrive le zénith de notre saison, en 2013, une course qui s'appelle le Fastnet. Comme il y en a 4 qui font de la voile, je pense que vous devez être très nombreux à savoir ce que c'est. Le Fastnet, c'est l'équivalent de la Coupe d'Europe de foot version voile. Je prends le foot, toujours. C'est le 6 Nations. Ça a lieu tous les 2 ans. Sud de l'Angleterre, on va virer un phare dans le sud de l'Irlande et on rentre. 350 bateaux, les 350 meilleurs équipages de la planète. Nous, on est dans la catégorie Rennes. 18 bateaux de plus de 20 mètres. Un bateau associatif, le nôtre, avec les moyens associatifs. Et contre nous, 17 tycoons du monde entier qui, vous imaginez, dépensent une fortune pour avoir le meilleur bateau, les meilleures voiles, les meilleurs mercenaires équipiers, pas des femmes, il n'y en a pas, de la planète, pour ramener la coupe. On prend le départ. 3 jours plus tard, on arrive à Plymouth, on est 8e. Et là, il faut que vous imaginiez la gueule des professionnels quand ils découvrent le bateau qui les a battus. C'est-à-dire, on prend les amarres et ils découvrent qu'à bord du bateau, il y a des filles, petites, pas musclées. Il y a des seniors un peu bedonnants. Ils vont à la salle tous les jours. Il y a un gars qui déplie sa canne d'aveugle et un autre qui monte son fauteuil roulant, quoi. Et en plus, tout ce petit monde-là se jette à l'eau de bonheur comme s'ils avaient gagné la course. Alors je vous déconseille Plymouth l'été, 14 degrés l'eau, c'est l'horreur. Le vainqueur de la course n'est pas jeté à l'eau. Mais nous, on s'est tous jetés à l'eau comme si on avait gagné la course. Parce qu'en fait, on a vécu plus qu'une course. On a vécu l'aventure de notre vie. On a vécu un truc de malade. On était des challengers, personne ne nous attendait. Sur le papier, on était l'équipage que personne n'aurait pris. Il faut imaginer encore la gueule des pros quand ils nous ont vus débarquer à Lorient. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce bateau-là? Pas possible. Et en fait, 8e, on a battu des pros qui font que ça. Donc il faut imaginer, leur réaction, c'était pas venir nous féliciter. Personne n'est venu nous féliciter. Ils étaient verts de rage. Ils se sentaient humiliés. Parce que ce bateau, en fait, quand vous faites de la course à la voile, vous les voyez de temps en temps, ce genre de bateau. C'est le bateau qui arrive bon dernier,
et qu'on vous oblige à applaudir à la remise des prix. Mais ça arrive dans d'autres sports. Hein. Vous savez, ah, le bateau des femmes, bravo. Je dis ça parce qu'il y a très peu de femmes aujourd'hui. Non, le bateau des personnes handicapées, bravo, bravo les seniors. Voilà. Et là, le problème, c'est que ce bateau-là, il les a humiliés. Et pourquoi le Vendée Globe? Je suis long, hein, je suis désolé. Hein. Je me rends compte à ce moment-là que la démonstration, elle est bonne. En fait, on a respecté 5 étapes, qui sont aujourd'hui les 5 étapes de Comme un seul homme. 1, on a osé la différence. On a osé faire un équipage que personne n'aurait fait. Mais pas n'importe comment. On a osé aller au-delà de la différence visible pour s'intéresser au principal, à la ressemblance invisible. Mais on a pris un risque, on a accepté de faire 2 pas dans le noir, parce que quelqu'un qui est différent de nous, c'est pas facile de travailler avec cette personne. Et ça a été la 2e étape, faire confiance. Quelqu'un qui fait les choses différemment de nous, il faut lui laisser, quelque part, un moment, faire les choses différemment, si on a validé qu'on partage le fondamental. Donc c'est accepter de lui laisser une part d'erreur possible. Parce que si on le formate tout de suite, on perd le bénéfice de cette différence. Faire confiance. C'est super difficile. Parce que ça exige une chose hyper importante. Se faire confiance. Moi, quand je laisse un équipier que je ne connais pas, j'ai validé, etc., je sais qu'il partage les mêmes façons de faire que moi, mais qui va faire une manœuvre différemment, qui me propose, moi, je dois me sentir capable de rattraper la manœuvre si ça foire. C'est la même chose, j'imagine, dans un centre d'appel ou dans une équipe commerciale. C'est exactement la même chose. 3e, redécouvrir que l'innovation ne vient que de la contrainte. Et que l'autre n'est pas une barrière, mais un tremplin. À partir du moment où on se fait confiance et on partage le fondamental. Il n'y a aucun discours de bien-pensant dans ce que je dis. Hein. Si vous voyez du bien-pensant, ça veut dire que j'ai raté. Hein. C'est juste de l'intelligence, en fait, collective. 4e, ne viser que la performance collective. C'est hyper difficile parce que ça va à contre-courant du temps de la performance en entreprise aujourd'hui. On demande d'être performant tout de suite. Seulement, travailler sur la performance collective, c'est celle qui perdure le plus. Si vous travaillez sur la performance immédiate, vous allez avoir de la performance tout de suite. C'est-à-dire que moi, dans mes 3 mois de début avec le VOR et l'équipage, 3 mois où j'en pouvais plus, où de temps en temps j'allais au bar du port avec une bière et je me disais, là je vais demander aux marins qui sont à côté de moi de venir naviguer avec moi, on ira plus vite. Hein. Cette performance immédiate, là, si vous voulez faire quelque chose tout de suite, il ne faut pas faire la différence, il faut prendre les meilleurs. Et si vous avez une équipe et que vous devez travailler longtemps avec elle, ça, la performance immédiate, ça veut dire que vous faites travailler les cadors, mais que ceux qui sont un peu plus lents ou plus différents, vous les laissez à la traîne. À terme, vous provoquez de la frustration de ceux qui travaillent trop et ceux qui ne travaillent pas assez. Et donc cette performance immédiate, elle est vouée à s'écrouler. Alors que la performance collective, vous partez de beaucoup plus loin, de beaucoup plus bas. C'est vachement difficile. Ça demande un management dur, complet, une vigilance extrême. Mais elle ne va jamais cesser d'augmenter. Et un jour, elle double la performance immédiate. Et vous doublez les pros. Et découverte extraordinaire, liée à le fait de viser cette performance collective, ça a gommé le poison des équipes. Et c'est quoi le poison des équipes? La rivalité. Le fait de dire que chacun vient pour une raison particulière. Chacun est singulier et apporte quelque chose que son voisin n'apporte pas. Ça provoque la confiance. Se dire, tiens, je ne vais pas en garder sous le pied au cas où j'aurai un problème parce que l'autre pourrait prendre ma place. C'est-à-dire qu'on est tous là pour une bonne raison. Et donc, on va même donner des clés à l'autre pour qu'il progresse. On se sent en confiance. Vous me suivez? Et ça permet la 5e étape, qui est en fait un résultat des 4 premières étapes. C'est le bonheur. C'est exulter ensemble, en équipe. Pourquoi? C'est très simple. Hein. On a pris un risque ensemble, on a souffert ensemble, et on a été innovants et performants ensemble.
Et ça, ça fonctionne partout. On est fier, on est heureux, et ça crée des souvenirs. Vous me suivez? Fin 2013, je fais le bilan, comme je fais à chaque projet que je fais. Et là, je me dis, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui a bien marché, c'est la démonstration, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce qui n'a pas marché, c'est le deuxième aspect de mes projets, c'est le témoignage. À chaque fois, je raconte ce qui se passe pour essayer que l'entreprise progresse, s'intéresse à la diversité, au-delà des discours bien pensants qu'on entend partout, tout le temps. Vous savez, il n'y a pas un mot plus galvaudé qui soit, c'est le mot diversité. Moi, personnellement, quand j'entends le mot diversité, je me barre en courant. L'idée, c'est que la différence n'est pas qu'un acte humaniste, civique, légal ou fiscal, c'est un acte de management. C'est la clé de la performance, c'est la clé de l'innovation, c'est la clé du bonheur. J'espère que j'ai orienté un peu vers la voie de cette réflexion-là. Et donc, je vais dans les entreprises, mais à chaque fois, je suis invité toujours de la même façon. Je suis invité dans le cadre de la semaine du handicap. Désolé. Je suis invité dans la journée des seniors, l'événement équité homme-femme, des trucs qui n'enchantent personne. Je suis désolé de le dire. Mais... Et donc, à chaque fois, je vais dans des salles qui sont souvent pas très remplies, de gens qui viennent de façon libre. Et puis, je leur raconte l'histoire, et elles sont toutes emballées, mais un jour, je me rends compte qu'en leur posant la question, mais pourquoi tu viens? Ah ben, parce que j'ai un enfant handicapé. Ah, parce que je suis au RH et je m'intéresse vraiment depuis longtemps à l'équité homme-femme. Donc en fait, je me rends compte depuis 10 ans que je fais ça, 12 ans, je ne sers à rien. Je prêche que des convaincus. Et ça, c'est dur. Vous imaginez, depuis 12 ans, tu ne sers à rien. Alors que c'est l'objectif que tu t'es donné, avec les sacrifices qui vont avec, quoi. Et donc je me dis, ben, on va faire différemment, on va plus s'intéresser à la démonstration, on va s'intéresser au témoignage. Et on va prendre les gens à revers, c'est ce que j'adore faire. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas pendant la mission, je suis pas pendant la semaine handicap. L'idée est très simple, de prendre tout ce qui marche pour ramener les gens à se poser la question, à quoi sert la différence? Donc on va prendre le truc que je peux faire le mieux, le Vendée Globe, premier événement sportif français en termes de retombées médiatiques. C'est bien au-delà du Tour de France à vélo, c'est bien au-delà de Roland Garros parce que ça dure 100 jours. Comment? C'est plus long, ça dure plus longtemps. Et on entend parler le matin, le midi et le soir. Et depuis 89 que ça existe, les marins vendent toujours à peu près la même chose. Ils racontent toujours à peu près la même chose. On a un tuyau extraordinaire pour faire passer un message qui n'a jamais été entendu. Et ça me fait très rire aussi d'utiliser une course où on met toujours quelqu'un sur un piédestal et d'aller dire, bah non, nous on va parler de ressemblance invisible, de vivre ensemble, de mieux travailler ensemble. On va prendre 14 entreprises, mécènes. Il faut savoir que Twan, vous êtes une entreprise un peu folle. Vous mécénez un projet, et en plus, moi, je vous demande de travailler. Vous donnez de l'argent et vous travaillez. Ce qui est extraordinaire dans ce projet, c'est qu'on est le seul bateau sur le Vendée Globe à ne pas avoir de marque. Le bateau, c'est comme un seul homme. Et les marques comme Twan, vous avez accepté de vous mettre en retrait pour pousser une conviction commune. Et ça, c'est extraordinaire. Et merci encore, Benoît, pour ça. C'est extraordinaire, ça n'existe pas. Et je peux vous dire que quand les gens voient le bateau, ça fait un effet, mais bœuf. C'est incroyable ce que ça provoque. Et l'idée, c'est donc que tous ensemble, 14 entreprises, ça représente 80 000 collaborateurs qui vont pousser d'une seule voix pour dire comment on arrive à mieux travailler grâce à la singularité. Parce qu'on est tous différents. Comment on s'en sert aujourd'hui? Le projet Comme un seul homme, il est né début 2013. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Et en fait, début 2015, il a pris une teinte un peu différente. Je suis en Australie, je rentre juste après les attentats de Charlie. Et je continue à présenter mon projet. Et quand je présente Comme un seul homme, vous imaginez que les mots qui sortent de ma bouche n'ont plus le même poids. Forcément, quand on parle de différence
quand on parle de différences visibles, de ressemblances invisibles, forcément, ça prend une autre teinte, ça dépasse le cadre de l'entreprise. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Avec Sam, on arrive de la Transat Jacques Vabre le 13 novembre. On n'a pas le temps de boire notre bière. Et là, je réalise que le Vendée Globe, ça arrive quelques semaines avant les élections présidentielles. Fin février, début mars 2017. Et je me dis qu'on a une chance incroyable, nous mécènes de Comme un seul homme, nous comme un seul homme, c'est qu'on peut délivrer un vrai message d'entreprise citoyenne, au-delà de la posture qu'on voit souvent dans les rapports annuels. C'est-à-dire que nous, on peut démontrer en quoi on se sert, au-delà des discours bien pensants qu'on entend tout le temps, comment on se sert de la singularité de chacun, de la différence de chacun, pour créer de la performance, de l'innovation et du bonheur au bout. Et je pense qu'on peut peser sur un message positif qui va un peu nous préserver du recroquevillement sur soi, qui ne rend pas heureux. Je pense qu'on a un rôle clé à jouer là en tant que citoyen. C'est tout le projet Comme un seul homme. Voilà. Ça vous plaît? Vous avez des questions? J'ai un petit micro-baladeur pour ceux qui veulent poser des questions. Ouais. Et je me balade aussi. Merci. Rebonjour. Moi, j'aurais souhaité savoir des deux principales expériences vécues avec cette équipe à la fois très homogène et à la fois très différente. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à réaliser et qu'est-ce qui a été le plus excitant à vivre? Je suis d'accord. La vache, la question. Hein. Le plus difficile, ça a été de tenir. Parce que la différence, travailler sur la singularité, c'est difficile. C'est long et c'est risqué. Parce qu'on va faire des erreurs. Et il m'arrive encore de faire des erreurs parce que je fais des paris. Le confort, c'est de choisir des gens pareils. C'est-à-dire même école, même CSP, même endroit, même culture. Mais c'est un confort stupide, hein, parce que c'est juste du visuel, c'est juste du visible. Mais aller travailler sur l'invisible et avec des gens qui ont des cultures, des trajectoires de vie, des façons de faire différentes, c'est difficile. Ça met du temps, ça exige de se remettre en question. Et ça c'était le plus difficile. Le plus excitant, bah, c'est tout ça, c'est le résultat en fait. Et vous savez, moi j'ai une image à chaque fois pour parler de la différence, de la richesse de la différence, c'est les films de casse d'Hollywood, les films de casse de banque, les vieux films de casse de banque. Vous savez, c'est toujours sur le même scénario. Vous avez un gars qui veut casser une banque, un truc impossible. Et donc il va recruter les meilleurs potentiels et les meilleures compétences. Et souvent, les gars qu'il va chercher, ou les filles qu'il va chercher, c'est des marginaux que personne ne va aller voir. Il y en a un qui est alcoolique fini, il y en a un autre, je ne sais pas, enfin bref, des gens que personne ne va aller voir. Mais lui, parfait manager, il sait ce qu'il y a dans ce qu'ont les gens en commun et ce qu'ils sont capables de faire. Il les réunit. Ça fait un clash incroyable, parce que sinon il n'y aurait pas de film en fait. Ça fait un clash incroyable. Mais finalement, cette équipe de bras cassés, elle va se transcender et en fait réussir le casse que personne ne pouvait faire. C'est ce qu'on a fait avec le bateau. Et c'est ça ce qui est excitant. C'est ça en fait qui réenchante le travail d'une équipe et le travail d'un manager, je pense. Ça va répondre à ta question. Vous connaissez La Grande Évasion? Le film La Grande Évasion? Tout le monde l'a vu?
C'est le film. Alors, c'est pas un casse de banque, mais c'est le film. Steve McQueen. Vous savez, vous avez un stalag en Seconde Guerre mondiale, et les Allemands ont décidé de mettre les meilleurs spécialistes de l'évasion. Ça vous parle là? Vous me suivez toujours? Qui ne l'a pas vu? Ah, zut. Oh la vache! Je ne sais pas si c'est un bon exemple, quoi. Bon, faut le regarder dès ce soir, hein. C'est un super film. C'est le meilleur film de Steve McQueen. Donc c'est un stalag, les meilleurs spécialistes de l'évasion de la RAF, tous ensemble dans le stalag. C'est les meilleurs, hein. Et ils essaient de s'évader et tout foire. Ils se font prendre, les tunnels s'écroulent, etc. Enfin, c'est l'enfer. Et puis il y a le général de la RAF qui regarde en même temps un gars, Steve McQueen, qui essaie de s'évader tout seul dans son coin. C'est l'américain Steve McQueen. Tous les autres sont anglais. C'est un peu l'erreur, hein. C'est le Yankee. Il n'a pas les mêmes us et coutumes. Enfin bref. Et il a des modes de faire pour s'évader de façon complètement dingue. C'est-à-dire qu'il veut faire des tunnels un peu comme une taupe. Donc il creuse avec la main, il met la terre derrière, ou il veut couper des barbelés en utilisant les points morts des miradors, etc. C'est vraiment un uluberlu. Il se fait prendre à chaque fois. Et lui, le manager de rêve, ce général de la RAF, il se dit, mais ce gars-là, c'est celui qui me manque dans mon équipe. Il le prend, il l'intègre, ça crée un déclage incroyable, mais en fait, ils sont obligés d'innover tous ensemble. Ils sont obligés de se faire confiance, ils sont obligés de recréer un référentiel commun, ils sont obligés de se remettre en question. Et à la fin, ils s'évadent tous. Et ils se font tous reprendre. Et c'est une autre histoire. Mais ils s'évadent tous. J'ai pas dit la fin. Non, c'est un film génial. Vous avez parfaitement décrit l'aventure humaine, mais merci. Je disais, vous avez parfaitement décrit l'aventure humaine, mais rarement souligné l'aventure financière. Et je suppose que pour vivre ce que vous avez vécu, il faut donc, vous avez parlé des mécènes, mais au tout début, même les gens qui vous ont suivi ou qui sont venus vous voir sur les différentes escales, avec quels moyens ils ont pu venir? Comment vous avez fédéré tout le monde autour de ce projet et de votre rêve fou, en fait? Alors là, vous parlez de la... On va se tutoyer, hein, je vous propose, on se tutoie? Ok. De Kifwin, donc le tour du monde à la voile, effectivement, on a fait venir ces jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux. Alors, en fait, on a créé un truc, sans le savoir, qui était l'ancêtre du crowdfunding. On s'est dit, on va faire une course virtuelle sur Internet, entre notre petit bateau qui avance avec le vent, qui fait le tour du monde, et un bateau virtuel qui s'appelait l'Espoir réalisé, nommé par les jeunes, qui va faire de la course avec nous. Et le but, c'est que chaque personne puisse mettre 1 euro sur le site et fasse avancer le bateau d'1 mille nautiques. Le trajet était de 50 000 milles nautiques, donc ça représente à peu près 80 000 kilomètres. Et nous, on se battait avec du vent et eux avec des euros. Et il se trouve que nous, on a fait une fois le tour du monde, et le bateau virtuel a fait une fois le tour du monde, 2 fois, 3 fois. C'était inarrêtable, ce qui nous a permis de financer tout ça. Et en fait, on faisait vivre, c'est assez incroyable, parce que cette aventure qui était vraiment très humble, on l'a fait vivre à travers des petits textes qu'on envoyait tous les jours de notre bateau, où on racontait l'aventure. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça qui se créent, et ça a créé un engouement. Et en fait, on avait 5000 personnes qui étaient abonnées à notre news, on avait 5000 mails. Et aujourd'hui, quand je regarde en 2016, avoir 5000 mails de gens, c'est hyper difficile. À l'époque, on avait 5000 mails qui répandaient les nouvelles. Et en fait, quand on est rentré, notre aventure a eu un petit impact médiatique. Et on a été invité à France Inter pour raconter l'histoire. Et on a eu des tas de gens qui nous téléphonaient en disant, vous savez, moi, quand je rentrais du boulot, enfin, quand j'arrivais le boulot au matin, je parlais à personne. J'allais imprimer votre lettre. J'allais à la machine à café et je racontais ce que vous avez fait. Et je ne sais pas, ça a créé quelque chose de différent. Et voilà. Et après, toutes les aventures ont été financées par des mécènes. Toujours des mécènes qui ont choisi de mettre en avant la cause, qui ont toujours voulu se mettre en retrait.
Bonjour, merci pour le témoignage. J'avais une question par rapport donc, à la deuxième expérience avec les 20 personnes. Ouais. Du coup, c'est des personnes qui venaient de milieux différents. L'idée, c'est qu'après l'expérience, après la course, ils sont repartis dans leur milieu. Enfin, vous témoignez beaucoup, mais eux, est-ce qu'ils témoignent aussi? Enfin, quel était le but pour eux après l'expérience, en fait? Alors, il faut savoir que ce bateau-là a continué de naviguer jusqu'à cette année. Avec mon second qui a repris fièrement la suite de l'aventure. Les équipages changeaient chaque année. Et l'idée, c'est ce que ça a provoqué. Eux témoignaient pendant l'année où ils étaient ensemble, c'est ce qu'on leur demandait parce qu'ils appartenaient à l'association. Et eux, en repartant, soit il y en a certains qui sont restés très proches de l'association, soit d'autres qui ont fait autre chose. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils sont tous devenus... ils sont tous devenus entrepreneurs de quelque chose de grand. C'est assez incroyable ce que ça a provoqué chez eux comme révolution dans leur façon de voir les choses. Et donc ils ont tous lancé des projets un peu fous, très souvent liés à la diversité, parce qu'ils ont tous vraiment vécu un choc de l'intérieur en se disant mais ouais, ce qu'on pensait en fait n'était pas vrai. Et voilà, ça répond pas totalement à votre question, mais certains sont restés très proches, d'autres, voilà, il n'y avait pas de règles. Il y en a d'autres qui ont continué à naviguer sur le bateau aussi. Voilà. En tout cas, ça crée des révolutions, vraiment, assez incroyables. Et c'est ce que provoque la singularité. Bonjour, j'imagine que tu prépares le Vendée Globe depuis longtemps, en communiquant avec énormément de gens, mais là, dans pas longtemps, ça va être une période tout seul. Comment on se prépare à être tout seul sur un bateau? C'est une bonne question aussi. Eh ben, on va naviguer. Là, je viens de faire pour la première fois 6 jours tout seul sur le bateau, ce qui m'était jamais arrivé. Pas de mal de dos, non. Ça s'est très bien passé. Alors, Moi, je j'avais mal au fais coude. juste une petite parenthèse. On a équipé Eric tout à l'heure. On a toutes les mensurations, mais on a surtout équipé Eric d'une belle ceinture Ouais. que j'espère que tu n'utiliseras jamais. Non, moi aussi. Je passe beaucoup de temps à la salle de sport, voilà, pour se blinder, pas casser. Donc voilà, on se muscle beaucoup. En fait, c'est un travail immense. Parce qu'à la fois, il faut se muscler, à la fois, il faut naviguer. Donc, il faut apprendre les manœuvres tout seul. C'est des grands bateaux. C'est un bateau qui peut porter jusqu'à 600 mètres carrés de toile, avec un mât qui culmine à 30 mètres de haut. Enfin, c'est un bateau compliqué, tout en étant très, très léger. En fait, je passe beaucoup de temps donc, à m'entraîner physiquement. Je fais de la sophrologie aussi, parce que ça amène beaucoup de stress. Et la clé, c'est de dormir. Donc, il faut apprendre à dormir en allant très, très vite. Ce qui est très étonnant. Et qui crée aussi des... De temps en temps, vous êtes parti dans du sommeil, vous êtes tout seul sur le bateau et vous avez une alarme, on a une alarme qui nous réveille, parce que sinon vous partez pour 12 heures quand vous êtes fatigué, et l'alarme hurle et vous retrouvez à vous réveiller en stress, en vous disant je suis où, je suis sur un IMOCA, je suis tout seul, et le bateau va dans tous les sens. En plus, quand vous êtes à l'intérieur, le bateau c'est une cage de carbone, hein. Donc c'est comme une guitare qui tape dans les vagues. Donc vous imaginez que ça fait énormément de bruit. Donc voilà, on travaille beaucoup sur soi. Moi, personnellement, aussi j'ai dû pas mal travailler sur mes démons personnels, pour savoir pourquoi je vais là, qu'est-ce que je vais faire. C'est un vrai travail pour essayer de comprendre. Vous imaginez, quand on travaille sur les autres, on travaille aussi beaucoup sur soi. C'est très important de se connaître énormément. Et moi, mon objectif sur ce Vendée Globe, c'est de prendre énormément de plaisir. Il y en a beaucoup qui partent aussi pour se punir un peu. C'est vrai, parce que c'est difficile. Donc il y a ce travail-là, et en même temps, on fait beaucoup de mécanique, parce qu'il y a un moteur qui vous délivre de l'énergie, il y a des turbines, des hydroalternateurs qui vous donnent de l'énergie. Sans énergie, vous abandonnez. On fait du composite, parce que si le bateau casse, vous devez être capable de le réparer, comme les voiles qui sont en composite aussi. Vous devez faire de l'électronique, parce que tous vos pilotes sont sur de l'électronique, et si vous n'avez plus de pilote, vous êtes dans la mouise. Vous faites de l'informatique, parce que voilà, donc vous faites des tas de choses. Et en même temps de la météo, etc. Donc en gros, on part pas près du tout, mais on part un maximum près.
Voilà, personne n'est prêt sur la ligne de départ. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est complet, quoi. Ouais. Bonjour. Comment on fait le jour, enfin le moment, l'instant où on a envie d'arrêter parce qu'on peut plus? Il y a toujours un moment comme ça où le but est inatteignable, ou comment on fait pour passer au-dessus des idées noires? Non, mais c'est une super question. C'est une super question parce que on est tous pareils dans cette salle. Je pense qu'on pourrait tous témoigner là. Je ne suis pas spécialement l'expert de ça. Mais moi, 1000 fois je ne vais pas dire par jour, mais ça m'arrive tout le temps de me dire pourquoi Même quand moi, j'ai un coach sportif qui me fait souffrir, mais à chaque fois je sors de sa salle en rampant et je dis mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ce qui pousse à... Je pense qu'on a tous des moteurs différents pour aller plus loin. Moi, je sais que j'ai envie de vivre les choses. J'ai pas envie d'être un passager, j'ai envie de vivre les choses. Et je pense que c'est ça ce qui me pousse. Et puis, tous mes projets, je les crée avec une inspiration qui grandit, que je dois ressentir vraiment fortement. Et quand l'inspiration est installée, en fait, elle dévaste tout. Ce qui n'empêche pas les doutes. Les doutes sont toujours là. Et j'aurai des doutes et je pense que j'aurais peur quand je partirai sur le Vendée Globe. Évidemment, les doutes sont là. Mais c'est ce qui fait que l'aventure est encore plus belle. Après, il y aura sûrement, peut-être, à un moment donné, un moment où il y aura le clignotant. J'espère que ça ne sera pas sur le Vendée Globe, je le souhaite vraiment. Et je pense qu'il y a aussi énormément de sagesse à dire là, je me fais mal. Et là, ça ne sert à rien. Et c'est aussi pour ça qu'il faut régler je pense, ces problèmes avant de partir sur des aventures comme ça. Parce que partir pour se faire mal, déjà, on se fait mal, ça n'a aucun intérêt. On ne passe pas de bonheur aux gens parce qu'on se fait mal. Donc quand on se fait mal, c'est énervant pour tout le monde. Donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense qu'à chaque fois, c'est essayer de s'écouter et en même temps de se booster. C'est compliqué, hein. C'est le travail d'une vie. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner. Ouais. C'est quelque chose qu'on vit, quoi. Pour les gens qui font du sport, même à haut niveau, quand on est passionné, peu importe si on a mal ou autre, on va jusqu'au bout. Moi, j'ai fait de l'aviron à un très haut niveau. On est passionné même quand on a mal, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais vous êtes passionné par la voile, je fais aussi de la voile. Voilà, les gens, là sur le Vendée Globe, même si vous avez mal, même si vous avez envie d'arrêter, vous ne le ferez pas. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est les sensations qu'on peut ressentir, que toute personne qui n'a fait pas de compétition ne peut pas savoir. C'est vraiment quelque chose, quoi. Donc là, le fait de savoir si vous arrêterez ou pas, la seule chose qui fait que vous arrêterez, c'est si vous avez un problème physique. Voilà. Mais après, les galères, les bobos au quotidien, les galères par le temps ou par autre, quand on est passionné, on ne s'arrête pas, c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà, vous, ce qui se résume, c'est voilà, la passion. La passion que nous on a à travers le sport, comme ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que le sport, ça fait mal. Mais quand on est passionné, en fin de compte, on n'a pas mal. Et quand on arrive au bout de cette aventure, oui, on a tous eu, voilà, vous allez certainement galérer, vous allez avoir mal physiquement, mal mentalement. Mais quand on arrive à la fin de cette épreuve, voilà, parce qu'on est des passionnés. Et ça, je pense que ça s'arrête là. Loïc Perron, quand il a gagné la Route du Rhum, la dernière Route du Rhum, il expliquait qu'il y avait 90% de souffrance et 10% de bonheur. Mais les 10% couvrent les 90% sans problème. Oui, et votre souffrance à vous, on ne la voit pas. Je veux dire, quand on regarde la voile, quand on est passionné, à travers tous les sports, votre souffrance à vous, on ne la voit pas. Quand on vous voit, vous nous faites rêver. Voir un bateau, quoi, moi personnellement, je fais de la voile, j'ai fait de l'aviron. Moi, je peux voir un bateau ou un bateau d'aviron, même si je sais que les gens ont mal, vous nous faites rêver. Quand on voit quelqu'un faire une activité comme ça, voilà, on n'imagine pas derrière effectivement toute la souffrance, mais ouais, vous nous faites rêver. Voilà, il y a des gens à travers ça qui sont heureux. Et je trouve que c'est ça qui est quoi, voilà, c'est ça qui est bien. C'est la passion des gens fait que ça rend les gens plus heureux. C'est vrai.
Ma maman. Votre maman, Mon qu'est-ce maman. qu'elle dit, votre maman? Ah, la peur. Ah oui. Ouais, la peur. Ils sont très fiers. Ils sont très fiers et ils comprennent pas trop, mais ils sont très fiers. Donc, ouais. Mais donc voilà, elle sait qu'elle va souffrir pendant 3 mois. Et voilà, je fais souffrir ma maman. Mais bon, je suis comme ça. Hein, c'est elle qui m'a fait aussi. Hein. Elle doit assumer quelque part. Qu'est-ce que ça, elle me le dit souvent. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, surtout qu'un Vendée Globe, il y a toute une équipe aussi. Fabienne, c'est pas ma maman, mais elle aussi, ça va être compliqué à terre. Souvent, c'est plus compliqué pour les gens qui sont à terre, parce qu'il se crée un stress parce qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas. Alors que sur le bateau, en fait, moi, la course, elle va passer très rapidement. Parce que les jours se ressemblent énormément, tout est très découpé en timing, et j'ai énormément de choses à faire. Donc c'est sûr que c'est pour ceux qui restent à terre. Pour vous, ça va être compliqué, peut-être, si vous vous mettez dedans aussi. Et voilà, mais je pense aussi, pour rajouter, il y a aussi quelque chose qui compte beaucoup dans le fait de continuer, c'est que déjà, il y a des gens qui ont cru en vous. Il y a des mécènes. Il y a des gens derrière qui poussent. Il y a des gens qui sont investis. Donc il n'est pas question, à la première difficulté, de mettre le clignotant. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut se battre. Et après, il faut savoir se battre jusqu'à une certaine limite. Mais en tout cas, la limite, elle ira le plus loin possible. Et c'est sûr que moi, j'ai pas travaillé autant, j'ai pas embarqué autant de gens, j'ai pas demandé du travail acharné à autant de monde pour m'arrêter à la première difficulté. Pas question de 5 secondes. Moi, j'y vois surtout une similitude avec les gens que vous avez eus dans votre premier équipage avec leur handicap. Le casting était mal fait parce que vous avez oublié de caractériser les gens par ce qu'ils sont et puis ils étaient définis par leur handicap. Mais après, dans la vie de tous les jours, quand on a une difficulté, quelle que soit, même si ce n'est pas un handicap, ça peut être une autre différence, quelque chose d'autre sur lequel les gens ont un jugement et qui nous donnent des difficultés. Mais ce qui donne envie de continuer, mais ce n'est pas forcément la passion, c'est juste qu'on est content, qu'on est heureux et puis qu'on vit notre vie. Et c'est ça, en fait, vous cherchez votre bonheur en accomplissant votre passion. Mais avant tout, c'est une question d'aimer la vie et de trouver sa voie pour en profiter le plus possible. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut endurer et subir ça, de plus dormir, ou dormir par mini-tranche de je ne sais pas combien de millisecondes? Non, lui, il ne sera pas à 4 heures de sommeil par nuit, il fera du quart. Il ne fera pas du quart tout seul. Combien? C'est des tranches de 20 minutes, on s'offre 40 minutes, mais sur les 40, on dort 20. Voilà, donc quand on a envie de subir ça quelque part, bon, après, on n'est pas sur le jugement, mais c'est que la passion est plus forte que tout, et ce qui fait qu'on l'affronte, c'est le bonheur que ça procure, et c'est tout, c'est qu'une question de se faire plaisir. Hein. Ouais. Oui. Qui est justement dans l'équipe du Vendée Globe aujourd'hui, et est-ce que le recrutement de cette équipe a été fait de la même façon que pour les équipages, pour l'équipage qui a bien fonctionné? Alors le Vendée Globe, c'est en solitaire, hein. Sur le bateau, Oui, je serai du coup, tout seul. à Alors, terre. dans l'équipe, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ressemblances invisibles. Donc je vais chercher ça. Et je ne fais pas ça n'importe comment, c'est-à-dire je me fais conseiller par des gens pour justement trouver ces ressemblances invisibles. Et il se trouve par exemple Fabienne, qui est là. Fabienne, elle est team manager, hein, elle est directrice du projet. Vous n'avez pas, depuis l'histoire du Vendée Globe, un seul directeur de projet, un seul team manager qui ne connaît pas la voile par cœur, qui n'est pas issu de la voile. Fabienne, elle fait de la voile en hobby, mais elle n'y connaît rien. No offense, Fabienne. Et ça, c'est complètement différent, parce que moi, ce qui m'a intéressé chez Fabienne, c'est qu'on partage le même fondamental sur le projet. Elle est intimement convaincue par le projet, et qu'elle ait des compétences en communication, en direction de projet qui m'intéressent. Et là, on se retrouve, et dans la façon de s'investir aussi, totalement. Le directeur technique du projet est quelqu'un aussi qui n'a jamais fait de projet Vendée Globe, qui a commencé à faire des préparateurs sur des petits bateaux, et qui a fait l'école Boulle. C'est un artisan. Mais ce qui m'intéresse, c'est son côté pointilleux. C'est un gars qui ne cesse d'apprendre, qui ne cesse de poser des questions, et il m'a été recommandé par Michel Desjoyaux. Sam Goodchild, Sam, avec qui j'ai fait la transat. Vous avez suivi un peu la transat, Jacques Vabre, ou pas? Non? Oui? Quelques-uns? D'accord. Sam, l'exemple de Sam est intéressant. Sam, il faut savoir que quand moi je me suis lancé sur le Vendée Globe,
Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que tu vas pas te faire encore là? IMOCA, donc je me suis dit, pour me rassurer, je vais prendre un coéquipier qui va m'apprendre l'IMOCA. Donc c'est simple, c'est un homme d'une 50aine d'années. Donc ça veut dire qu'il a fait beaucoup d'IMOCA et qui aujourd'hui ne peut plus en faire parce que c'est les petits jeunes qui ont pris la place. Et c'est lui qui va me mettre le bateau dans les pattes. Avec Sam, 25 ans, anglais. Bref, c'est quelqu'un que j'aurais pas dû prendre. Il m'a été conseillé par Michel Desjoyaux. J'ai accepté de prendre ce risque-là. Et en fait, on a beaucoup travaillé ensemble. En fait, on a respecté les 5 étapes de Comme un seul homme. 1, on a osé. Donc, quelqu'un avec qui j'aurais pas dû travailler, mais j'ai pas osé n'importe comment, j'ai écouté Michel Desjoyaux. 2, on s'est fait confiance. Quand je vois un Sam Goodchild arriver, le gars, il fait du Figaro depuis des années, il navigue sur les grands bateaux de course, etc. Il est super bon, il est bien meilleur que moi. Je me dis, est-ce que je suis légitime? Je suis le chef du projet. Est-ce qu'il ne va pas prendre ma place? C'est un jeune chien fou. Est-ce qu'il ne va pas casser mon bateau? C'est pas le sien. Donc il va pas me respecter. Vous imaginez tout ce qui se passe? En plus, Sam, il est grand, il est beau, il parle anglais, il est sympa. Enfin, on a envie de le taper dessus, quoi. Non, mais c'est... Hein? C'est le blond, mais c'est le blond. Exactement. Et en plus, il parle anglais avec un français avec un accent anglais, il est horripilant. Bref, non, il est super. Mais donc, ce gars-là, moi, je me dis, j'ai envie de le détruire, quoi. Et lui, de son côté, il me voit, il dit, ce gars-là, il vient pas de la course au large, il n'a pas fait ses preuves comme moi j'ai fait, il a un budget, il a un bateau, je vais lui montrer à quel point il n'est pas légitime, etc. Tout peut se passer à ce moment-là quand on ne se connaît pas. Pourtant, on est des hommes, on est blancs, on fait de la voile. Quand on fait beaucoup de bateaux ensemble, on est bronzé, on est blond. Quand des mécènes ont débarqué sur le bateau, on dit elle est où la diversité? Alors qu'on avait conscience dès le départ qu'on était complètement différents. Moi, marin amateur, plutôt instinctif, qui n'a jamais pris de cours de voile. Lui, le marin professionnel, qui connaît toutes les ficelles. Il faut savoir que quand moi je prends une décision sur le bateau en navigation, je suis incapable de dire à Sam, écoute, on va affaler cette voile pour en mettre une autre, parce que l'angle a changé, ou le vent a fraîchi de tant de degrés, etc. Je lui dis, je veux changer ça parce que je le sens comme ça. C'est instinctif. Je ne peux pas lui faire un tableau Excel. Lui, il peut me faire un tableau Excel du truc. Mais moi, il doit accepter ça. Donc, on a accepté de se faire confiance, et de se respecter nos cursus différents, en fait. On a innové. Il faut savoir que quand on fait une Transat Jacques Vabre, qu'on choisit son coéquipier, tous les marins, la première chose qu'ils vont naviguer. Après, ils vont naviguer. Ensuite, ils vont naviguer. Puis après, ils vont naviguer. Nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris un train pour aller à Paris. Il y a mon équipe technique qui était là, attends, vous faites quoi là? Le bateau est là, il est prêt. Nous, on a pris un train pour aller à Paris parce qu'on s'est fait coacher par un coach mental qui nous a permis de nous livrer nos fragilités, nous dire exactement comment on voyait la réussite du projet, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et on a créé un dialogue, en fait. Mais on n'a pas fait ça le jour du départ, hein. On a commencé 6 mois avant ça. Ce qui nous a permis, pendant la Transat, d'être que sur la performance collective. Ce qui nous intéressait, c'était pas que d'aller le plus vite possible pendant que l'autre dormait et que l'autre était à la barre. Et après, je te laisse, débrouille-toi, et tu ne peux pas gérer parce que tu ne sais pas faire. On travaillait sur notre possibilité à tous les deux d'avancer le plus vite possible. On s'est engueulé une fois. Pas engueulé. On s'est dit, il y a eu un moment de tension. 7 jours de dépression, coup sur coup. On était crevés. Et à un moment où je n'ai pas été honnête avec lui. Où j'ai donné une excuse pour ne pas mettre le grand spinnaker qui fait 400 mètres carrés. Je ne le sentais pas. Et je n'ai pas assumé le fait de dire, je ne le sens pas. Il y avait des grains partout et on a dû l'affaler après parce qu'il ne fallait pas le mettre. Mais moi, je n'ai pas assumé le fait de dire, là, Sam, je ne le sens pas. J'ai pris une excuse. Enfin, c'est un peu compliqué pour vous expliquer. Et lui, ça l'a énervé parce que je n'ai pas été franc avec lui. Et on est allé dormir, etc. Et après, on en a reparlé. Et après, ça nous a ressoudés encore plus. On a été 7e sur la Transat Jacques Vabre sur 20. Il y avait les 20 meilleurs marins du monde en IMOCA. C'était le plus grand plateau
que la course n'avait jamais mis en place. 7e. Absolument personne ne nous attendait là, quoi. Tout le monde était sur le cul. On n'aurait jamais dû arriver à... On était les plus inexpérimentés. Et Sam, c'était le plus jeune skipper de la course. Et je peux vous dire qu'on a vécu une émotion tous les deux, mais qui a tout dépassé. Ça a été vraiment incroyable. Et on est devenus des amis proches. En fait, finalement, c'est la seule chose qui reste après une course. Hein. Le trophée, on vous le donne, et puis hop. Mais nous, on a créé une véritable relation. Et aujourd'hui, Sam, il est toujours dans le cœur du projet. Il m'aide toujours. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'aider aussi un jour à gagner le Vendée Globe, parce qu'il le gagnera, c'est sûr. Voilà. Et donc, il y a un équipier aussi handicapé. Il y a un gars qui fait du composite qui est handicapé. Il y a, enfin, voilà, il y a plusieurs. Nous, on est une équipe complètement débutante et en fait, on monte les marches parce qu'on a énormément d'enthousiasme et on est super bien guidé par Michel Desjoyaux et son équipe Mère Agitée. Voilà. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu dis que tu es amateur, mais depuis toutes ces années, j'ai pas le sentiment qu'on puisse considérer que tu sois amateur, même si il y a des personnes plus aguerries, plus perfectionnées, plein d'autres choses, mais je pense que c'est un statut qu'on peut aussi considérer comme professionnel. Tu as raison. Tu as raison. Certes, aujourd'hui, je vis ma vie de ça. J'ai pas un autre métier à côté. Ça fait depuis 2012 que je fais que ça. Maintenant, je tiens à dire que je suis amateur parce que je suis pas que skipper. C'est-à-dire que je passe pas ma vie à aller sur des bateaux, à tirer sur des ficelles, à régler des voiles, à m'entraîner, etc. Je monte des projets, je viens témoigner devant vous, je porte une cause. Et aujourd'hui, c'est le Vendée Globe. Demain, ça sera d'autres courses, c'est l'aspect voile. Mais comme un seul homme, c'est un fonds de dotation qui a pour but de promouvoir la différence. Et demain, ça peut être autre chose. C'est pas que la voile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que la voile, c'est pas d'aller gagner des courses. C'est l'ensemble. S'il n'y avait pas comme un seul homme, il n'y aurait pas de Vendée Globe. C'est pour ça que je suis amateur. Maintenant, je fais tout comme les pros, j'essaye. Les pros qui sont dans... Vous savez, dans le Vendée Globe aussi, il y a 2 castes. Il y a les skippers professionnels qui ont des budgets pour aller gagner ou faire des très bons résultats. Donc, j'ai une équipe qui est technique, qui s'occupe de tout, et eux s'occupent que d'une chose, c'est de faire de la voile, de s'entraîner physiquement, etc. Puis vous avez ceux qui ont des petits budgets et qui font tout. Avec une équipe, évidemment, mais qui font en même temps de l'ERH, de la recherche de fonds, qui vont faire de l'administratif, faire de la technique, etc. Et voilà, nous, on est une belle équipe, mais amateur. Non. Non. Ah, s'il y avait un beau projet derrière, s'il y avait un équipage qui pouvait marquer quelque chose. Mais non, déjà, il est trop tard. J'ai 40 ans, donc c'est trop tard. Et puis, c'est l'ensemble qui m'éclate. Ouh. Quel est ton objectif personnel pour le Vendée Globe? Ah, il y a des questions chez toi, non? Alors, la vraie réponse, c'est de me regarder le matin le jour après l'arrivée, de me regarder dans une glace, voilà, et de me dire, je suis très très fier de moi. Ça, c'est ça le premier objectif. Après, c'est sûr que j'aurai, à partir du moment où je vais un peu voir mes collègues, et je vais voir ce qu'ils donnent, donc il faut qu'on se regarde un petit peu. Avant de partir, je me dirais, tiens, je vais arriver avant lui. Et si je peux arriver avant lui, c'est encore mieux. Donc je me dirais, tiens, si je marche bien, c'est là. Si je marche très bien, c'est là. Si je marche pas bien, c'est au moins là. Voilà. Comme ça, sans y avoir réfléchi, j'adorerais mettre moins de 100 jours. C'est compliqué de mettre moins de 100 jours. Mais voilà, il y aura un objectif très précis, mais je ne l'ai pas encore. C'est le coup de la glace pour l'instant qui m'intéresse. Oui, je m'entraîne à Port-la-Forêt.
Port-la-Forêt, qui est en fait l'endroit où est installé Mer Agitée, qui est la course au large de Michel Desjoyaux, qui est en fait mon coach sur le Vendée Globe. C'est une rencontre assez géniale qui s'est passée avec Michel Desjoyaux. Je suis allé le voir pendant la Transat Jacques Vabre 2013. Et à l'époque, j'étais intéressé par un de ces bateaux. Et je voulais le voir pour lui avoir des conseils pour reprendre ce bateau-là, le retaper, etc. Et je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et j'ai commencé à parler. Il m'a dit bop, 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 bop. Arrête, tu m'expliques ce que tu veux faire avec le bateau, etc. Et je lui ai expliqué le projet comme un seul homme. On a parlé pendant 2-3 heures. Et il m'a dit écoute, bah voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais m'occuper de tout l'aspect technique. Et toi, tu vas faire le plus important. C'est Michel Desjoyaux. Le plus important, tu vas faire le projet. Et donc, c'est depuis ce moment-là que je suis hébergé chez lui. Et que lui, vraiment, on nous guide dans toutes les étapes. C'est avec lui que je vais choisir mon bateau. Donc ça, vous imaginez, comme si quand tu fais du foot, tu vas choisir tes crampons avec Zidane, quoi. C'est assez incroyable. Alors déjà, je me dis, déjà le projet est une réussite, c'est génial. Et il a été là à j'ai pris le bateau en main avec lui, etc. C'est un gars extraordinaire. Et surtout qui partage cette idée de la singularité et de la différence. Ça a été le premier à créer une écurie de course au large en se disant qu'à plusieurs, on est moins con que tout seul. Et il a recruté que des gens avec des profils différents qui pouvaient justement créer ces fameuses tensions, ces fameuses étincelles qui créent l'innovation. Parce que vous savez que l'innovation, le pire ennemi de l'innovation, c'est le confort. L'innovation, ça vient toujours des espaces, des tensions, des étincelles qui se passent entre les individus. Et chaque entreprise qui veut de l'innovation, elle doit créer ça, mais dans une dynamique commune. Et donc Michel Desjoyaux est vraiment central et je lui dois vraiment énormément. Donc c'est Port-la-Forêt, c'est superbe. La baie de Port-la-Forêt, à côté de Concarneau, c'est magnifique. Vous connaissez un peu ou pas? Ouais, tu connais? La France, c'est comme ça. Hein. Alors, le Vendée Globe, il y a 27 places. Aujourd'hui, on est 31 à avoir un bateau et avoir envie de le faire. Il faut s'inscrire. Donc nous, on est inscrits. Et il faut se qualifier. Non, il y a trois choses. Il faut être inscrit. Il faut avoir un IMOCA, donc un bateau à la jauge IMOCA, ce qui est compliqué. Et il faut être qualifié. Et donc nous, on est les trois. Donc on va au Vendée Globe, quoi qu'il arrive. Non. Alors si. Si. En fait, pour faire le Vendée Globe, il faut soit faire une transat en course en solitaire, soit faire une transat en double, puis un parcours de qualification. C'est ce que j'ai fait. Donc on a fait la transat Jacques Vabre avec Sam Goodchild, et j'ai fait la semaine dernière 1500 milles, donc à peu près 2800 km, tout seul sur mon bateau pour me qualifier. Voilà, avec un mouchard, et puis il fallait faire 1000 milles. Il fallait 1000 milles à deux. Il fallait faire un parcours à deux sur le bateau. C'est très strict. Voilà. Parce que le but, déjà, la première sélection, c'est d'avoir le budget pour avoir le bateau, l'équipe technique, etc. C'est vraiment la première. Pour vous donner juste une idée d'échelle, le Vendée Globe, on l'appelle ça l'Everest des mers. Il faut savoir qu'il y a entre 8 et 9 000 alpinistes chevronnés qui gravissent l'Everest tous les ans. Et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 marins qui ont bouclé le Vendée Globe depuis que ça existe. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près une petite dizaine, une grosse dizaine, ça dépend des années, qui bouclent un Vendée Globe tous les 4 ans. Donc voilà, c'est quand même une aventure très très à part, quoi. Donc, tu disais qu'il y a 30 bateaux, c'est ça en tout? 27. 27 qui se qualifient, plus, mais 30 qui ont des bateaux qui pourraient faire la course. Ouais. Si tout le monde arrivait à se qualifier, comment ça se passe? Il y en a, les premiers qualifiés partiront. En fait, c'est un peu compliqué. Il y a les 27 inscrits. Ouais. Ils sont déjà inscrits. Il y en a qui sont sur liste d'attente. Et les inscrits ont un laps de temps défini pour répondre à toutes les exigences de la course. Payer, avoir un bateau à la jauge IMOCA et se qualifier. Voilà. S'ils ne répondent pas à ça, ben hop, il y a quelqu'un qui leur pique la place. Le budget de Comme un seul homme, c'est un peu plus de 3 millions d'euros sur 3 ans. Voilà.
L'inscription à la course, c'est 20 000 € qu'on vous rembourse si vous passez l'équateur et il y a deux autres points. Voilà. Oui. Alors, j'ai une question qui va nous reprocher un peu plus de Tuan. Pendant tous les jours ou toutes les semaines pendant lesquelles on navigue, hein, et j'imagine qu'il y a des accidents sur le bateau, accidents physiques. C'est quoi les accidents articulaires qui arrivent le plus souvent? Alors là, j'aurais dû venir avec Jean-Marc Legac, qui est mon médecin, qui me suit. Il y en a plein. Genoux, coudes, chevilles, poignets. C'est un sport mécanique. C'est des bateaux extrêmement rapides et légers qui peuvent s'arrêter brusquement. Vous manipulez des voiles avec des gros winches, qui sont ces gros moulins, dans lesquels il y a plusieurs tonnes de pression. Ça monte jusqu'à 12 ou 13 tonnes sur des winches comme ça. Donc une fausse manip, c'est compliqué. Donc il y a 1000 raisons de se blesser. 1000 raisons de se blesser. Et quand on se fait beaucoup d'entraînements médicaux, donc on se fait suivre. Moi j'ai un médecin qui me suit vraiment jour le jour, etc. Et on s'est fait former à se faire des perfs, à se recoudre, à se faire des attelles. Enfin voilà, on a une trousse assez complète dans laquelle il y aura plein de choses Tuan. Plein de... Moi je n'utilise que Tuan. Enfin, je savais même pas s'il y a d'autres marques qui font les choses. Non, rien de sérieux. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en vous dans ce projet-là par rapport à Tuan et vos équipes? Est-ce que vous avez des choses qui, je sais pas, ou des témoignages Le Valois. Que fait-on après quand on a fait son Everest? Depuis là. On continue. Alors, moi, je fonctionne toujours de la même façon, c'est que je vis la chose que j'avais envie de vivre et je fais un bilan. Et plus je vieillis, plus je fais des bilans longs, parce que ouais, parce que quand on est jeune, on a envie de surfer sur la vague, etc. Et là, pour moi, j'ai conscience que la vie est courte. Et j'ai conscience qu'il y a des choses qui apportent du bonheur, et c'est ça ce qui est important. Un bonheur personnel et puis partagé. Et ce que je ressens aujourd'hui avec Tuan, c'est qu'il y a quelque chose avec Tuan et avec Comme un seul homme, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est assez fort. Il faut dire que ce projet-là, on le crée avec nos mécènes depuis le début. C'est-à-dire que quand Tuan a décidé d'arriver dans l'aventure, Benoît ou d'autres membres de l'équipe de Tuan sont venus participer à la construction. On proposait des choses et on construit. Et donc, c'est en train d'agréger des envies, on commence à être un groupe extrêmement soudé. Et je pense que ce bonheur-là, qu'on est en train de vivre au sein du projet, que je suis en train de vivre aussi à titre personnel sur le bateau, ou avec l'équipe technique, ou avec l'équipe de Fabienne à terre, je vais avoir envie que ça continue. Et il y a la route du Rhum juste après. Et en tout cas, voilà, il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses. Et de toute façon, Comme un seul homme, et c'est un fonds de dotation que j'ai créé, encore une fois, pour parler de différence, pour faire un véritable appel à la différence, un changement de conscience, en fait. Je pense que notre société en a besoin. Et que ça soit par la voile ou plus tard par autre chose, ça continuera. Aujourd'hui, moi, j'ai une chance extraordinaire. C'est que j'ai réussi à fusionner ma passion avec mes questions d'homme. Et ça n'a pas de prix. Et voilà, donc il n'est pas question que ça s'arrête.
s'ils avaient envie de venir, la porte est grande ouverte. Il n'a pas besoin de la mer pour venir. Je ne me suis pas concentré là-dessus. Michel Desjoyaux. Non, j'en ai pas. Enfin, j'en parle à tous ceux que je croise. Et comme ça, j'ai pas de nom de sportifs de haut niveau. J'espère que certains vont être touchés par ça. J'espère que c'est quelque chose qui est copy-free, à l'inverse de copyright, quoi. Pour moi, c'est une démarche qui, si les gens ont envie de participer à ça, soyez comme un seul homme, quoi. On y va, quoi. La question, c'est est-ce que dans le monde politique, ce message a un peu d'écho? C'est notre ambition. C'est notre ambition aujourd'hui. Avant l'été, on va lancer un appel. Vous serez d'ailleurs les acteurs de cet appel, puisque vous êtes comme un seul homme, qui est un appel à toute la communauté, à toute la société civile ou politique, institutionnelle, qui est d'avoir une véritable réflexion dans l'action sur comme un seul homme. Dépassons les discours bien-pensants qu'on a trop entendus, qui ne servent à rien. D'ailleurs, discours bien-pensants qui font, selon moi, autant de mal que les discours de haine ou de peur. Parce que dire que la diversité, c'est une richesse et que c'est facile et que c'est extraordinaire, ben, c'est pas possible, ça marche pas. C'est-à-dire que nos politiques passent ce message-là, mais d'un autre côté, ne le font pas. Puisque aujourd'hui, on voit nos représentants et ils ne représentent pas la population. À titre de représentatif, on va dire. Après, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques, ce n'est pas du tout mon sujet. Mais parce que, en fait, tout le monde parle de la diversité en termes de richesse, mais personne ne le fait. Personne ne le fait, parce que c'est compliqué. Et ça, il faut commencer à le dire. C'est compliqué, mais c'est la seule source pour réunir à la fois performance, innovation et bonheur collectif. Et donc, le message va être porté auprès des politiques. Et encore une fois, le moment où la communauté va réfléchir le plus, je pense, à la notion de qu'est-ce que c'est mieux vivre ensemble, c'est au moment des présidentielles. Et je pense qu'il y a un moment où, si on veut vraiment avoir un rôle citoyen, pas être des passagers, mais être vraiment acteur, on a une voix à donner, juste pour qu'il y ait un débat. Et ça, c'est à nous de jouer, quoi. Et enfin, j'aimerais vraiment vous passer le message que moi, tout seul, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Donc, c'est à vous de jouer. Vous avez les vidéos, déjà, vous êtes... on va parler avec ces vidéos-là, mais ça va plus loin que ça. On a un sujet d'action, c'est les réseaux sociaux. C'est via les réseaux sociaux qu'on va pouvoir changer quelque chose, à notre façon. C'est notre moyen d'expression maintenant. C'est simple, hein. On a l'événement sportif numéro 1 français en termes de retombées médias, juste avant les élections présidentielles. Donc notre objectif à tous, c'est d'être le coup de cœur de cet événement, d'être le projet dont on parle le plus. Ça, et ce n'est pas mon objectif à moi, c'est notre objectif à nous. Donc il faut en parler autour de nous. Il faut que vous alliez tous sur Facebook, liker comme un seul homme maintenant, hein, et partager ce qu'on raconte, si vous adhérez, hein, évidemment. Et qu'après, on emmène nos collègues, le charcutier, les parrains, les cousins. Allons-y, si on y croit. On a un moment où on peut en parler. C'est maintenant. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon. Tout en vers le... En fait, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est 80 000. On est en train de s'entraîner en ce moment. On passe le message. On travaille à notre rythme, chacun. On essaie de s'ouvrir à ça. Donc on s'entraîne. C'est comme si on était on répétait une pièce de théâtre, tous ensemble. Et il y a un moment où on va ouvrir le rideau. Et ce moment où on ouvre le rideau, c'est le 6 novembre. Et là, on va raconter notre histoire. On va montrer les vidéos. Vous allez vous exprimer.
c'est parti. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et c'est ça ce qui est merveilleux, c'est qu'on crée ensemble quelque chose à partir de rien. Et là, ça, il n'y a rien de plus excitant dans la vie. Pour répondre à ta question tout à l'heure par rapport à Tuan, moi je dirais que ce partage de l'expérience, et merci de l'avoir fait ici, pour moi, je ne sais pas si c'est perçu de la même manière pour les autres, mais il y a une résonance assez particulière, et je dirais que ce que je retiens vraiment dans nos domaines, c'est le référentiel commun, c'est la communication, parce que je pense qu'on a tous besoin de communiquer pour pouvoir avancer, et il faut se laisser le temps de voir les progrès et de voir les performances, et surtout, exulter en groupe. C'est une excellente conclusion. Merci Aurélia. Merci Aurélia. Je suis un peu le gardien du temps, je suis désolé, je vois l'heure, il est 16h. Eric, tu repars bientôt pour Paris avec un taxi, puis tu pars bientôt prendre la ligne de départ pour le Bug Challenge. Le Vendée Globe. Le Vendée Globe, pardon. Selon que ça existe aussi. J'ai une toute dernière question. C'est quel est le point commun avec ces 14 mécènes? Merci. Parce qu'il y a eu une conclusion, 14 mécènes, par mail 14 mécènes et 80 000 collaborateurs, c'est ça qui accompagne. Alors, mais non, il est très clair le point commun. Le point commun, c'est que déjà, vous êtes tous fous. Parce que c'est un projet, honnêtement, il fallait vraiment y croire. C'est un projet complètement différent. Il n'y a pas de référentiel connu. C'est la première fois que 14 entreprises se regroupent autour d'une cause et créent un projet à partir de rien. Et acceptent de vivre les problèmes liés à une création à partir de rien. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et je pense que ce qui les réunit toutes, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui, au fond d'elles, refusent une posture et se disent, nous, cette diversité, cette différence, on ne veut pas que ça soit une case cochée dans un rapport annuel. Pour nous, c'est quelque chose d'autre. C'est une action. C'est des principes d'action, en fait. Et c'est compliqué à mettre en place, mais on y croit et on a envie d'y aller. Et ça, voilà, je pense que c'est le point commun de ça. La volonté. Ouais. L'envie d'action. Je dis, on sera les meilleurs autrement. C'est un beau slogan. Parfait. Eh bien, écoute, merci Eric pour ce témoignage. Merci pour ces échanges. Merci à vous. C'était un super accueil. Facebook. Hein. Ah, il faut faire une photo. Oui. Ah oui. Alors on a quelque chose qui est très important. On fait une photo. Non, dans le hall. Viens dans le hall. On fait une photo un peu à la mousquetaire, vous savez. Tous pour un. Non, ça vous va ou pas? On peut faire alors, ça? et surtout, Cool. Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, Snapchat. Likez, Instagram. partagez, share it. Absolument. On va faire la photo? Ça vous va? Et merci Stécie, Amélie, pour l'organisation de toute cette technique. Message de Valois, nous avons beaucoup apprécié le moment, même à distance. Ah, ça c'est top.